Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bienvenue tout le monde à cette édition de la triple menace du 12 février 2024. Bon lendemain de Super Bowl tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle soirée entourée de votre famille et de vos amis. J'espère que vous avez su enjoy le match. J'espère que vous avez aussi servi de gourou du football pour vos amis. Vraiment expliquer comment ça fonctionne, comment on progresse sur le terrain. Ça, c'est un classique de chaque party de Super Bowl. Il faut qu'il t'explique. J'ai l'impression qu'il y a comme 2 à 3 choses qu'il doit expliquer à chaque année, dont pourquoi c'est quoi 4 essais et... Attends, moi, ma coloc qui m'a posé la question hier avant le match, c'est genre, pourquoi on n'appelle pas ça un Super Bowl au lieu d'un Super Bowl? Moi, j'ai jamais pensé à cette question-là. J'ai toujours pas trouvé de réponse, d'ailleurs. Je mélange. Je remarque Félix, quand il prononce Super Bowl, il dit souvent Super Bowl. Ben, c'est Super Bowl. Là, je pense que je le mets plus avec un A qu'avec un... Mais je pense que c'est Super Bowl. C'est l'accent de Boisbriand qui fait ça. Là. Tu vas-tu me faire complexer sur la façon dont je prononce Super Bowl? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce début de show-là, ici? Oui, je vais le faire. Ben, bref, j'espère que vous avez été un véritable gourou dans vos foyers pour expliquer comment ça fonctionne le football. C'est un classique à chaque année. Ah, puis surtout expliquer pourquoi est-ce que Patrick Mahomes n'était pas en défense? Pourquoi est-ce que Brock Purdy n'est pas sur la défense? Comprendre le concept qu'il y a des unités différentes dans ce sport-là. Bref, c'est un début d'émission qui est quand même très spécial parce que cette fois-ci, la triple menace n'est pas représentée par qu'une simple pyramide, mais par un quadrilatère parce que on a l'honneur et la chance de recevoir un invité très spécial en ce début d'émission qui est nul autre que Olivier, qui passe parfois sous le surnom de Producer Oli, le véritable mastermind, le megamind derrière le projet La Triple Menace, qui nous aide, qui nous ramasse un peu à certaines occasions, mais qui est le meilleur public qu'on peut avoir. Il est genre un peu le John Tortorella du podcasting un peu, qui nous guide, qui nous coach un peu, qui nous insulte des fois quand c'est nécessaire. C'est bon de savoir que je vais encore plus... Je suis beaucoup trop soft pour ce que je veux faire, finalement. Exactement. Puis, nul besoin de mentionner que Producer Oli est un fan des 49ers. Des 49ers, je dis, je viens des Chiefs. C'est bon parce que la semaine passée, je commence l'émission en disant bienvenue à la première menace, puis là, je me trompe d'équipe. En plus, tu portes le chandail. T'as un chandail des Chiefs de Kansas City sur le dos. Fais à noter quand même, avant qu'on insulte qui que ce soit, Oli, qui est un fan des Chiefs, avant que Laurent Duvernay-Tardy et Patrick Mahomes arrivent dans la NFL. Le gars, c'est pas un bandwagon fan, là. Techniquement... Puis il est toujours là. Techniquement... Laurent Duvernay-Tardif était drafté, mais il était pas starter. Okay. C'était pas à cause de lui. On va mettre les choses au clair. C'était grâce à Tyreek Hill sur une game qui a scoré comme 3 touchés dans le même game sur des retours de beauté là, à sa saison recrue. Fait que techniquement, Laurent faisait partie de l'équipe, mais il était pas starter cette année-là. Okay. Mais t'es un G, t'es un vrai G fan des... Ouais. Ce qu'on dit des vrais Gs, c'est qu'ils bougent en silence. Oli, comment as-tu apprécié ton expérience hier au Super Bowl qui était remplie de stress, remplie de rebondissements, remplie d'événements, là? C'était vraiment... Ça a été par moment, en fait, la majorité de la soirée était vraiment difficile, vraiment stressante. Ça a été vraiment rough de regarder mon club être en retard, parce que pour vrai, pendant un moment, au 3e quart, là, c'était 10-3, puis c'était 7 points de différence, mais ça filait comme une montagne, c'était l'enfer, comment j'y croyais plus. J'étais en train un peu plus, puis j'allais faire la vaisselle, j'avais quasiment abandonné, puis soudainement, Patrick Mahomes m'a rappelé pourquoi j'étais fan de ce club-là, puis vraiment, là, c'était le moment où Hardman
le ballon et traverse la ligne de toucher. C'était juste un moment magnifique. Là. C'était un poids immense qui s'en va des épaules, qui s'était construit minute par minute, jeu par jeu, tout au long de la game. C'était un supplice, mais qui a tellement valu la peine au final. Deux choses. Un, Oli parle comme partisan, comme son club, ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas gagné, pour commencer. Alors que ça fait genre 3 Super Bowls en 5 ans. Et deux, à quel point tu te sentais bien qu'un gars, Jauan Jennings of all people, allait battre ton club quasiment lui tout seul. Lui, j'avais quasiment le goût qu'il perde un genou. Là. À un moment donné, là, il commençait à me gosser vraiment beaucoup. Puis, je sais pas exactement ce qui est arrivé dans le game, mais à un moment donné, ils ont comme arrêté d'aller vers lui. Je sais pas si c'est les Chiefs qui ont commencé à le couvrir un peu plus ou c'est les Niners qui ont changé quelque chose dans le plan de match qui a juste fait qu'ils l'ont mis plus de côté. Mais j'ai l'impression que ça a été tout à l'avantage des Chiefs de réussir à le tasser parce que c'était vraiment... il a sûrement fait gagner de l'argent à bien du monde qui ont juste mis 3 piastres sur... C'est qui ce gars-là? Je sais pas, mais je vais mettre 3 piastres, peut-être qu'il va faire 50 verges. Fait que, ouais, c'est vraiment... là. Au début de la game, c'était c'est qui lui? Puis rendu à mi-temps, c'est ce style-là. C'est vraiment, ça a changé, là. Ma relation avec lui. Dit-il en dansant sur du Usher, genre. Dit-il en dansant sur du Usher, genre. Mais tu sais, écoute, tu parlais de Jauan Jennings qui a fait faire de l'argent à ben du monde hier. C'est drôle parce que justement, Jauan Jennings va être joueur autonome dans une couple de semaines. Puis je pense que tu es d'accord avec moi, Oli, pour me dire que parmi tous les gars qui ont joué dans le match d'hier, s'il y a un gars qui s'est gagné un nasty check de paye dans une couple de semaines, c'est Jauan Jennings. Ce gars-là qui est receveur numéro 3 dans une attaque où on a Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle et Christian McCaffrey, a eu une passe de toucher et un catch pour un toucher en plein Super Bowl quand tous les yeux sont sur lui contre une défense qui est surréelle à Kansas City. Jauan Jennings, selon moi, puis Ali, je veux ton avis là-dessus, je pense que c'est le gars qui a le plus gagné son chèque de paye et qui va en gagner tout un dans une couple de semaines. Ben, c'est encore drôle parce que Kadarius Toney, il a commencé à se faire bencher puis les Chiefs c'était plus arrêtable après ça. Fait que peut-être que signer Kadarius Toney pour le bencher est la solution à la victoire. Fait que c'est un des deux. C'est un des deux. Mais il allait gagner probablement un Super Bowl MVP si les 49ers gagnaient ce match-là. Je pense pas que... Oui, Christian McCaffrey a bien fait. Ouais. Oui. Ben, mais tu sais, quand... Oui, c'est encore drôle parce que le premier Super Bowl des Chiefs en 2020, Mahomes a gagné le titre de MVP, puis il méritait pas tant que ça. Il l'avait eu parce que c'était le QB, fait que j'ai l'impression que... Il y a peut-être un débat sur le MVP du Super Bowl et sur le MVP de la NFL en général, que de plus en plus, ils se donnent... si t'es pas QB, t'as aucune chance de l'avoir, là. Ou t'as fait genre 300 verges puis 1 million de sacs du corps dans le match. Là. Ben oui, hier, je pense que c'est quand ils ont présenté le trophée à la fin de la game. Le gars qui l'a amené, c'était un ancien Super Bowl MVP. Larry Zonka? Hein? Larry Zonka? Ouais, c'est ça, c'est un fullback. Tu vois-tu qu'il y a un fullback gagné le MVP cette année, là? Non, Carl Juszczyk a eu une bonne game. Il y a eu un bon premier quart. Ben oui, mais tu sais, c'est le seul à sa position dans la ligue. Ça existe même plus, là, tu sais. Ben, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que Juszczyk est comme le visage de cette position-là en ce moment. Ben, il y en a quand même quelques-uns, mais tu sais, maintenant, c'est plus des gars qui sont là pour bloquer et tout. Puis Juszczyk, c'est le dernier qui est comme vraiment une arme offensive. Tu sais, les autres fullbacks de la ligue sont vraiment là pour être un lead block. Il n'y a pas un lead block qui va gagner MVP dans l'histoire du Super Bowl. Jamais. Puis c'est quand même drôle que tu me parles de MVP parce que c'est justement une question que je voulais te poser. Tu parles de Patrick Mahomes qui a gagné le MVP hier et honnêtement, je veux dire, c'est mérité. Pendant une bonne partie de la game, en fait, à la fin de la game, j'ai quasiment été surpris de voir qu'il y avait 400 verges. 400 verges au total. Tu me le dis live, là, puis je suis surpris. Ben c'est ça, c'est 400 au total, incluant ses verges au sol. C'est genre 395, choses comme ça. Puis, tu sais, tu regardes ça, puis Mahomes a été excellent, puis c'est quasiment ce qu'on s'attend de Mahomes maintenant, mais je regarde ça, puis moi, Trent McDuffie, je trouve qu'il aurait peut-être mérité de la... Tu sais, on parle comme quoi c'est un trophée de carrière, là, mais Trent McDuffie, Seigneur, si ce gars-là ne gagne pas ça, un joueur défensif, bonne chance pour en gagner un. Ce gars-là était partout hier.
quel match de Trent McDuffie dans cette défense-là. Puis je veux ton Ouais. avis un peu. Aurais-tu donné ça à McDuffie ou à Mahomes? Ben, oui et non. McDuffie a été, comme tu dis, absolument exceptionnel. Ouais. Mais je pense que ça démontre, en fait, la performance de, mettons, McDuffie, Chris Jones, George Karlaftis, à l'attaque. Travis Kelce, c'est pas une game légendaire, mais il a quand même fait une pas pire job, surtout en deuxième demi. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs sur cette équipe-là qui ont eu des performances exceptionnelles hier. Là. C'est juste, ça n'a pas paru au niveau du score. Tu sais, je pense qu'au final, tu mets n'importe qui d'autre comme QB à la place de Patrick Mahomes hier en uniforme des Chiefs, puis les Chiefs ne gagnent pas parce que c'est lui qui faisait à lui seul au 4e quart, puis en prolongation, c'est lui qui remontait le terrain là, à toutes les fois. Puis c'était pas juste par la passe, c'était des courses que ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu prendre le ballon. C'est vraiment notamment des sur jeux scriptés. Un jeu en 4e et 1 en prolongation que si t'as pas le premier essai, le match est terminé, les 49ers gagnent. Cours de 5 verges, merci bonsoir, premier essai. Là, c'est le genre de jeu qui prolonge une séquence à l'attaque et qui finalement t'amène à la zone début. Là. C'est ça, exactement. Fait que, Mahomes, sans avoir fait une performance éclatante, parce que, comme Félix dit, on l'a pas vu, on est surpris qu'il soit rendu à 400 verges hier dans le game. Mais il a tout fait pratiquement parfaitement, là. Pas de fumble, pas d'interception. Il y en a eu. Ben oui, il y a une interception. Une interception. Au troisième quart, il y a une interception. Je pense sur la première ou la deuxième séquence offensive des Chiefs en deuxième demi, c'était une interception. Puis, mais finalement, j'étais trop en T'étais sûrement aux toilettes après le show à Usher. C'était sûrement ça. On parlait de la prolongation, justement. C'est super intriguant. Est-ce que vous aviez eu à expliquer comment fonctionnait la prolongation lors des séries éliminatoires? Est-ce que vous avez eu à expliquer ça à vos amis? Oui. Il a fallu qu'on me l'explique avant, moi. Moi, je l'ai compris parce que c'est le broadcast de CBS qui me l'a expliqué. Je ne savais même pas que ça avait changé. Je savais que ça avait changé, mais j'avais oublié la subtilité comme quoi c'est une possession chaque, puis qu'après ça, c'est le premier score. Je pensais qu'on était vraiment dans une prolongation de style collégial où est-ce que c'est le premier qui accote pas la drive de la première équipe qui touche au ballon. Puis pour moi, ça a changé beaucoup de choses parce qu'on va en reparler tantôt, mais la décision de Kyle Shanahan de recevoir le ballon, ça a changé beaucoup de choses dans ce match-là. Et j'aurais pris la même décision que lui. Puis au final, ça a fait l'affaire des Chiefs parce que les Chiefs auraient voulu botter le ballon de toute façon. Tout le monde a trouvé son compte là-dedans. Puis au final, c'est Patrick Mahomes qui a eu droit au ballon. Puis je pense qu'honnêtement, avoir Patrick Mahomes qui doit faire au minimum un placement, au moins un toucher et au mieux un toucher pour gagner le match. Ali, tu me confirmeras si je me trompe, mais ça doit quand même être un feeling le fun de savoir que le Super Bowl est entre les mains du meilleur carrière de la NFL en ce moment. Ben, il n'y a pas meilleur, là. Il n'y a pas meilleur à qui donner le ballon, pour être très honnête avec toi. Puis pour revenir à propos de la prolongation, ce que moi je trouve qui a été sous-estimé dans les changements des règlements, c'est le temps. Ça, c'est quelque chose que il y a plein de monde qui était ultra stressé parce qu'ils voyaient les Chiefs y aller en 4e essai. Je me souviens plus là. Mais à toute fin, il restait comme 3 secondes dans le cadran. Puis quand tu penses qu'il reste 3 secondes à la game, tu comprends pas ce que les Chiefs font là, mais c'est parce que la nouvelle règle dit que tant que les deux équipes n'ont pas eu la chance de finir leur première possession, on fait juste remettre un autre 15 minutes sur le cadran. Fait que, dans le fond, on aurait juste fait comme si c'était la fin du premier quart. Fait que ça aussi, ça change tout. Là. Fait que de voir des textes dans les médias ce matin qu'il y a des joueurs des Niners qui savaient même pas le changement à la règle, ben tu sais, t'es pas tellement étonné parce que pendant ce temps-là, du côté des Chiefs puis de Patrick Mahomes puis Travis Kelce, je pense que c'était sur le broadcast de ESPN après le match ils l'ont dit eux-mêmes. Nous autres, on était ultra contents qu'ils décident de recevoir le ballon parce que nous autres, on l'aurait kické parce que nous autres, on le savait la règle. Fait que ça a probablement tout changé, là. Puis en même temps, la nouvelle règle, justement, c'est facile de voir ça comme une mauvaise décision de Kyle Shanahan et tout. Mais en même temps, de la façon
l'autre façon que Shanahan l'a vu, c'est que Shanahan s'est dit, si je décide de recevoir le ballon en premier, imaginons que mon attaque marque un toucher, que la défense, que Patrick Mahomes va marquer un toucher. Là, ça devient, les deux, on a une possession, et là, après ça, si on fait un placement, on gagne le match. C'est comme ça c'est comme ça que Shanahan l'a probablement compris, et c'est un point de vue qui se vaut aussi. J'adore cette formule-là dans le sens où les deux points de vue se défendent. C'est vraiment un 50-50. Je trouve que c'est vraiment la formule de prolongation la plus juste qu'on a entre les deux parce qu'il y a vraiment un élément de stratégie dans la prise de décision. Et un autre élément qui est sous-estimé, je trouve, dans la décision de Shanahan, la défense des 49ers était brûlée parce que l'attaque des Chiefs venait d'avoir une énorme séquence. Cette défense-là était brûlée et je pense que dans tous les cas, on a accordé un toucher en partant. Pour moi, c'est une bonne décision des 49ers d'avoir opté pour prendre le ballon, essayer de donner un repos à la défense pour donner un break. Ça avait été vraiment une séquence offensive éprouvante des Chiefs. Puis Ali, tu me donneras un peu ton avis là-dessus, mais moi, à la place de Shanahan, je pense que j'aurais pris cette même décision-là. Puis là, c'est facile de dire que c'est la mauvaise décision parce que avec du recul, on sait que finalement, ça n'a pas été la bonne décision. Mais écoute, Ali, je veux ton avis un peu là-dessus. Aurais-tu pris la même décision que Kyle Shanahan si tu avais été dans ses souliers à ce moment-là? Ben, je pensais que je savais pas c'était quoi la règle à ce moment-là, fait que sûrement oui. Ouais. Maintenant que une fois que j'ai su c'était quoi la règle, là, c'est facile de réécrire l'histoire, mais je pense que j'aurais pris la même décision que les Chiefs. Je préfère leur donner le ballon, OK, dis-moi combien de points je dois faire. Puis après ça, je donne le ballon au meilleur joueur de football de la NFL en ce moment, puis il s'occupe du reste. Moi, je vais juste peut-être ouvrir une petite parenthèse pour conclure ce sujet-là. Moi, je pense que Kyle Shanahan, c'est comme inspiré des erreurs qui s'est faites lors du fameux 27-3. Quand on a vu les Falcons imploser, c'est parce que la défense était complètement brûlée. Complètement. Là, il s'est dit non, c'est pas vrai qu'on va refaire ça une deuxième fois de suite, surtout en prolongation. Fait que d'après moi, je pense qu'il y a peut-être aussi ça qui rentre là-dedans un peu pour ce choix-là pour reposer son unité défensive. Les gars, vous m'avez tellement devancé là-dessus parce que on a quand même préparé des storylines pour vous autres. Et moi, j'ai envie justement qu'on parle un petit peu de tout ce qui est Kyle Shanahan parce que tu l'as mentionné, Pop, lorsqu'il était en poste avec les Falcons d'Atlanta, on a eu cette remontée impressionnante, mais en même temps, cette dégringolade totalement incroyable de la part des Falcons d'Atlanta. Kyle Shanahan a ses 3 dernières présences au Super Bowl maintenant. 0-3. Il a réussi à perdre une avance. Il n'était pas entraîneur-chef des Falcons quand même, ça on va se le dire aussi, mais il était quand même sur ce personnel d'entraîneur. Le 28-3... il était le play caller, par exemple. Il était le coordinateur offensif, mais il était le play caller parce que c'était Dan Quinn, le coach à ce moment-là. Ouais, voilà. Et s'est fait outscore, donc s'est fait marquer un grand total de 74 points contre, tandis que lui, ses équipes en ont marqué 29 lorsque on revenait de la pause de la mi-temps. Et ça, c'était aussi lors du premier Super Bowl en 2020, lorsque les Chiefs l'ont remporté. On pense quoi maintenant de cette équipe des 49ers avec ce qu'on a vu? Avec maintenant des antécédents très bien documentés de la part de Shanahan dans le gros match. Avec ce qu'on a vu, puis allant de l'avant quand même, parce que c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui peut continuer à compétitionner pour des Super Bowls, mais est-ce qu'on a quelque chose à changer? Est-ce qu'on change la recette? Est-ce qu'on brasse la soupe? Ou est-ce qu'on continue avec ce plan? Moi, je pense que du côté des 49ers, on est en train de vivre un peu ce que les Bills de Buffalo vivent en ce moment. Là, on commence à étirer la fenêtre. C'est pas encore terminé. Ça va probablement s'en venir, mais là, on va être en mode, on essaie de gagner rapidement. On l'était déjà, mais là, on va l'être encore plus. Par contre, ce que je peux donner en défense des 49ers, c'est que là, on vient de gagner de l'expérience. Brock Purdy, seulement sa 2e saison, déjà un Super Bowl sur la ceinture. Christian McCaffrey n'était pas là au Super Bowl en 2020 aussi pour les 49ers. Là, il y a une présence au Super Bowl d'expérience de plus. Tout le groupe, tout le noyau autour, on vient de chercher une expérience de plus. Je pense que à court moyen terme, je pense que ça pourrait être ça qui pourrait être propulser cette équipe-là au niveau suivant. Mais on ne pourra pas faire ça éternellement. Là. Les Bills de Buffalo, on disait même cette année, c'est-tu déjà terminé? Puis pourtant, ils ont passé encore à un botté raté d'encore d'aller au Super Bowl. Fait que faut pas éterniser, puis faut se rendre, faut trouver le moyen de bien conclure ce match-là parce que faut noter que Patrick Mahomes, durant ses 4 présences au Super Bowl, a overcome un déficit de 10 points ou plus à chaque fois. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Les 49ers se sont fait battre à leur propre jeu. Puis
Kyle Shanahan c'est juste fait battre par probablement les 2 meilleurs QB en éliminatoire et peut-être même l'histoire de la NFL là, dans ces 3 défaites-là. Là. Ce que je vais dire sur Kyle Shanahan, je trouve que c'est sévère de dire qu'il a choqué le match d'hier. Parce que ces unités spéciales ont fait mal. On peut penser au botté de dégagement des Chiefs qui a dévié sur le pied d'un joueur des 49ers, un total accident, au botté bloqué. Il y a eu beaucoup de choses d'unités spéciales qui ont fait mal aux 49ers. Et Jake Moody a quand même réussi 2 gros placements de 50 verges et plus. On peut pas mettre tout le blanc sur lui non plus, mais il y a eu beaucoup d'erreurs d'unités spéciales qui ont fait vraiment mal aux Niners hier. Mais il y a une chose que je vais reprocher à Kyle Shanahan, et c'est pas la première fois qu'on le voit dans un match important, on le voit faire ça. Demandez à n'importe quel fan des Falcons hier, il va vous dire qu'il a remarqué la même chose. En deuxième demi, après une bonne première demi au sol, et Oli, je dois t'entendre là-dessus aussi sur la défense au sol des Chiefs. En première demi, ça roulait super bien le jeu au sol des 49ers. Christian McCaffrey courait bien, Deebo Samuel a eu des bonnes touches de ballon, et Elijah Mitchell a eu 2 bonnes touches de ballon aussi. Et en deuxième demi, on a un peu abandonné ce qui marchait. On a abandonné le meilleur joueur offensif non carrière de la ligue en Christian McCaffrey, qui était dans le champ arrière. On a comme arrêté de le faire courir. Je sais pas trop pourquoi Shanahan s'entête à faire ça, parce qu'il a fait ça aussi avec les Falcons. On avait Devontae Freeman et Tevin Coleman à ce moment-là. On a complètement abandonné le jeu au sol. Ça a mis beaucoup plus de pression sur Brock Purdy, qu'il fallait qu'il affronte la meilleure défense contre la passe de la NFL. Et évidemment, ça a été un petit peu plus compliqué quand il n'y avait pas le jeu au sol pour enlever un peu cette pression-là. Et pour moi, ça a vraiment changé le match. Puis Ali, je veux t'entendre un peu là-dessus. Penses-tu que si les Niners avaient gardé le jeu au sol, qu'on avait continué de faire mal à la défense des Chiefs, comme ça, qu'on l'avait épuisé plus et qu'on avait gardé Patrick Mahomes hors du terrain, ça aurait pu changer les choses dans ce match-là? Non. Parce que je pense que les Niners, et ça inclut Kyle Shanahan, ont tout fait hier. Ils ont tout fait ce qu'il fallait qu'ils fassent. Mais ils affrontaient, comme tu dis, la meilleure défensive par la passe de la NFL. Ils affrontaient c'était pas la meilleure attaque sur papier cette année, les Chiefs, mais ça demeure que c'est beaucoup des vétérans et des joueurs très vifs, et le cerveau d'Andy Reid. Et surtout, c'est une des meilleures équipes en deuxième demi de la Ligue cette année, surtout en série, parce que l'expérience, parce que le leadership de Andy Reid puis de Steve Spagnuolo, c'est vraiment de faire les bons ajustements. Fait que, est-ce que c'est les Niners qui ont arrêté de jouer au sol, ou est-ce que c'est les Chiefs qui ont fait les ajustements nécessaires pour empêcher les Niners de courir correctement de la façon qu'ils voulaient? En même temps, les Niners, Deebo, je sais plus exactement, mais il s'est blessé un moment donné pendant le match. Ouais. C'est niaiseux, mais c'est comme... Tu sais, oui, CMC, oui, George Kittle, mais je pense que le Jenga piece de l'attaque des Niners, c'est probablement Deebo. Fait que plus de Deebo, ça change toute l'attaque au complet, là. Fait que, je pense que je pense que les Niners ont tout fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont juste fait face à une équipe qui a été meilleure qu'eux à ce moment-là, à ce soir-là, pendant que leur meilleur receveur, un des piliers de leur attaque, était blessé, et un pilier défensif en Dre Greenlaw s'était blessé aussi. Quelle blessure! C'est vrai, je vais expliquer, mais quelle blessure niaiseuse! Tellement ça. triste. C'est terrible. C'est là que je m'en allais avec ça. Là. 2 points là-dessus. Greenlaw qui a disputé 89% des snaps de l'équipe lors des 2 dernières saisons. Fait que vraiment une pièce intégrale de cette défensive qui est partie parce que le gars s'est littéralement pété le tendon d'Achille sur les sidelines avant d'embarquer sur le terrain. Deuxième chose... 2 pas, puis il tombe, puis c'est fini. Exact. C'est terrible. Deuxième chose ça va faire en aussi... sorte qu'il va peut-être manquer même le début de la saison prochaine, là. Une bonne partie de la prochaine saison, souvent ça prend 1 an de ça avant de revenir. À moins que tu t'appelles Aaron Rodgers, mais ça c'est un autre affaire. Aaron Rodgers a essayé de défier les lois, mais tu sais, surtout au football, ça peut vraiment prendre du temps, puis c'est peut-être déjà la moitié, si c'est pas la prochaine saison au complet que Dre Greenlaw va manquer. C'est vraiment un coup très très dur pour les 49ers dans ce match-là. Exactement. Et deuxième point que je voulais apporter aussi, pour ce qui est de l'attaque des 49ers, Oli, tu l'as mentionné, mais George Kittle, on l'a pas vu.
Ouais, mais ça, c'est l'histoire de la saison. L'attaque des Niners n'est plus basée sur George Kittle. Non, exactement. Elle était basée sur CMC puis sur Deebo. Kittle, c'est la troisième pièce qu'on oublie, qu'on appelait en renfort quand le plan de match le rendait nécessaire ou quand la défensive réussissait à contrecarrer ce qu'on faisait avec CMC puis avec Deebo. George Kittle n'est plus la pièce numéro 1 des Niners et n'est même pas la pièce numéro 2. Puis pour être très honnête, dans le football aujourd'hui, est-ce que tu peux vraiment dire que ton QB n'est pas au moins un des 3 premiers? Fait que Kittle, c'est l'arme numéro 4 là, de cette équipe. Je trouve aussi Brandon Ayuk qui a une meilleure saison que George Kittle. Kittle était derrière Brandon Ayuk. Il y a un débat sur c'est peut-être l'arme numéro 4 ou 5. George Kittle, sa job, ce n'est pas de faire avancer le ballon maintenant. George Kittle, c'est d'être le meilleur tight end que la défense, que cette attaque-là a besoin. Et très souvent, avec ce qu'ils font, ben ça va être souvent de bloquer. Fait que moi, j'ai rien à dire contre George Kittle. Travis Kelce lui-même dit que c'est probablement le meilleur tight end en ce moment. C'est drôle parce que je pense que c'est Travis Kelce, là, mais je pense que j'ai un parti pris là-dessus. Mais tu sais, c'est vraiment George Kittle, comme j'ai dit, quand je dis que les Niners ont tout fait, ça inclut Kyle Shanahan, ça inclut George Kittle, ça inclut même Brock Purdy. Ils ont tout fait ce qui était en mesure. Ils ont tout fait leur maximum. Là. Ils ont tout fait même leur 110% pour de vrai. Là. Pour ce qui est de Kittle, pour ce qui était de Kittle, plus tôt dans le match, a été ciblé une seule fois, une passe ratée. La seule fois qu'on l'a vu, sinon impliqué dans le jeu de passe, c'était pour aller chercher un premier essai, alors que les 49ers étaient en 4e essai, justement. C'était un gros jeu, c'était vraiment un gros jeu. Oui, c'était un gros jeu. Le seul qui a pu convertir, c'était un gros jeu. Pop, tu as mentionné avant l'enregistrement que parmi les storylines que tu voulais nous jaser, c'était les unités spéciales. On a sprinkle un petit tease là-dessus, mais tu veux nous parler un peu des unités spéciales des 49ers pendant le match? Ben, écoute, il y a 2 semaines dans le podcast, quand on parlait du match entre Baltimore et Kansas City pour le championnat de la AFC, j'avais dit que une équipe comme les Chiefs de Kansas City qui ont une culture de gagnant et qui ont déjà gagné plusieurs championnats de même, tu leur donnes 2 pouces, ils te prennent 6 pieds de long. Un dégagement qui dévie sur un pied, recouvert par les Chiefs, jeu suivant, touché. Ça, c'est un swing de 7 points. Ça, c'est 7 points gratuits que tu viens de donner, là. 7 points gratuitement, là. Puis Oli, je pense que tu peux expérimenter ce mood swing en tant que partisan des Chiefs. Quand tu vois Kansas City dégager de même au 3e quart et miraculeusement, tu as 7 points qui viennent d'arriver, c'est providentiel, ça donnait les devants aux Chiefs là-dessus, c'est providentiel, tu t'attendais pas à ça, puis même du côté de San Francisco, on était comme un peu abasourdi de ce qui se passait sur le terrain, et aussi, il faut pas oublier le botté de points d'extra qui a été bloqué, qui a fait toute la différence parce que ça aurait forcé les Chiefs à gagner sur un touché au 4e quart au lieu d'envoyer tout le monde en prolongation sur un placement. Mais ça, c'est un peu, comme on disait, c'est un peu hors du ressort de Kyle Shanahan. C'est juste un manque d'exécution, peut-être juste une petite chance un peu qui rentre dans ce genre de choses-là. Mais c'est les bonnes équipes, les équipes victorieuses, des fois, on se donne d'avoir font leur propre chance. C'est aussi simple que ça. C'est exactement ça, parce que tu sais, le football, on dit souvent, ce ballon-là, il est fait pour ne jamais rebondir de la même façon. Puis somehow, il a rebondi de la bonne façon à comme 3-4 moments dans le game pour les Chiefs. Il y a une fois qu'il rebondit du mauvais bord, puis c'est terminé pour les Chiefs. Là. Fait que le ballon qui rebondit sur un pied, ben ça, c'était godsend, là, littéralement. Je blâmerais même pas les unités spéciales parce que c'était juste de la malchance là-dessus, tout simplement. Juste le ballon tombe à cet endroit-là. Puis pas le placement, mais le botté d'extra. L'extra point bloqué aussi, là, ça
moi, je regarde, un moment donné, je me revire de bord après le toucher, puis je vois que le ballon est rendu ses lignes de côté parce que un extra point, c'est money tout le temps. Là, c'est une formalité. Là. C'est un free point au basket, là, c'est aussi facile que ça. Même, je pense pas mal certain que le taux de réussite est encore meilleur qu'un free point au basket. Fait que, tu sais, on arrête de regarder ça, mais là, soudainement, s'il y en a un qui est bloqué, c'est pas nécessaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait du côté de, mettons, la ligne offensive de San Francisco sur ce jeu-là? Peut-être, mais peut-être pas non plus. Là. Des fois, c'est juste de la malchance. Exactement. Félix, qu'avais-tu comme storyline pour nous en réserve aussi? Moi, écoute, j'en ai deux et je vais faire ça quand même vite sur les deux. La première, pour moi, c'est que tantôt, je parlais de Trent McDuffie et de Patrick Mahomes, le débat du MVP. Pour moi, si le MVP pouvait être un entraîneur, ça aurait été Steve Spagnuolo hier. La défense des Chiefs a été tellement bonne. À un moment donné, faut rappeler, là, en première demi, l'attaque des Chiefs était tellement horrible et aussi, on va donner le crédit à la défense des Niners. Non, je pense que c'est plus vraiment un travail de San Francisco qui était étouffant en première demi. Étouffant. Cette défensive-là, il laisse rien. Il n'y avait rien d'ouvert pour les Chiefs. Ça a forcé Patrick Mahomes à faire des jeux et tout. Puis il n'y arrivait pas à part la longue passe à Michael Harmon au premier quart. Mais la défense des Chiefs a été monstrueuse. Tantôt, on parlait de Brandon Ayuk. Oli, tu l'as oublié, sincèrement. Des fois, j'écoutais la game hier et je l'ai oublié. Le Jerry Sneed l'a amené sur une île déserte. On ne l'a pas vu de la game. On a réussi à neutraliser Deebo Samuel. On a réussi à neutraliser George Kittle, comme tu disais. Et même si Brock Purdy a réussi à avoir ses moments en première demi, en deuxième demi, et je ne veux pas rien enlever à Purdy parce qu'avec ce qu'il y avait, il a vraiment eu un bon match dans les circonstances. Mais Brock Purdy a une deuxième demi beaucoup plus difficile, notamment en raison de la défense en raison de ce que la défense des Chiefs donnait. Et mon autre storyline de ce match-là, c'est les 49ers ont perdu ce match-là dans le sens où on a eu tellement d'occasions de prendre de la distance, prendre de l'avance, surtout en première demi. En première demi, la ligne défensive des 49ers dominait outrageusement la ligne offensive des Chiefs. C'était même pas drôle. Et même l'autre bord, la ligne offensive des 49ers neutralisait pendant une bonne partie de la première demi la ligne défensive des Chiefs. Ça a fait en sorte qu'on dominait les tranchées, qui est souvent un moment important, quelque chose qui est important à faire pour gagner ces matchs-là. Et que ce soit le fumble de Christian McCaffrey, que ce soit il y a eu tellement d'erreurs, tellement de moments où on aurait pu faire plus de points pour les 49ers et justement pas garder à un toucher des Chiefs, surtout en début de deuxième demi. Et évidemment, ça prenait juste un faux bond pour que la chaîne débarque pour les 49ers. Finalement, ça a été le ballon qui rebondit sur le pied d'un joueur des 49ers sur un dégagement. Et ça n'en prenait pas plus. Les Chiefs ont trouvé leur momentum après ça. Mais les 49ers auraient pu prendre l'avance, auraient pu se distancer. On a vraiment perdu un match qu'on aurait dû gagner pour les 49ers. Et bravo aux Chiefs d'avoir saisi leur occasion, mais c'est inacceptable que les Niners aient perdu ce match-là où ils étaient tellement en contrôle pendant une bonne partie du match. Exactement. Par-dessus tout, ça mérite d'être mentionné. Les trois gars ici de la triple menace, on a eu une parfaite prédiction sur le champion du Super Bowl en début de saison. Épisode du 4 septembre, on a mentionné avec beaucoup de dédain, avec beaucoup de mélancolie, avec beaucoup de déception malgré nous. On a dit, les Chiefs de Kansas City vont l'emporter. Puis regardez où on est maintenant, une vingtaine de semaines plus tard. Les Chiefs de Kansas City sont champions du Super Bowl. Puis pourtant, tu sais, je dis ça avec beaucoup de tristesse, puis même, tristesse, un peu de mélancolie, puis j'avais pas nécessairement de parti pris non plus, mais c'était un bon match, mais que ça allait quand même terminer du côté des Chiefs. J'avais juste un léger dédain. Je suis resté planté dans ma chaise. Je suis comme, It is what it is, hein? Écoute, chapeau quand même à Kansas City qui sont devenus la première équipe en 20 ans à gagner un back-to-back. Là, ça se fait plus, ça, dans l'histoire de la NFL non plus. Et là, qui ont l'occasion de réaliser une première dans l'histoire du Super Bowl, faire un three-peat l'année prochaine. Et moi, je regarde ça. Andy Reid va être probablement encore là. Travis Kelce, à la manière qu'il parlait après le match, moi, je vais être de retour l'année prochaine. Moi, je veux le tripler. Mahomes, tout le monde du gros noyau va être là. Fait que, il y a juste Chris Jones qui est un point d'interrogation. Et le Jerry Sneed aussi. J'ajouterais le Jerry Sneed.
Qui sont les deux Oui, gros morceaux. c'est vrai, il est... Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'il était... non. Mais pour conclure ce bloc football, Oli, est-ce qu'on y croit au repeat? Est-ce qu'on y croit? Toujours quand c'est Patrick Mahomes, son corps arrière. Mais tu sais, je dis ça, puis je vais être très, très, très honnête avec vous. À un moment donné, au milieu de la saison, j'y croyais plus tant que ça. Ben, il y a plus grand monde qui y croyait, point, je pense. Ben non. Au point où, sur mon application de paris sportif préféré, je me suis dit, hey, la cote pour ce club-là, pour gagner le Super Bowl, est pas pire. Et ce club-là, c'était les 49ers de San Francisco. Fait que j'ai parié au milieu de la saison sur les 49ers de San Francisco pour qu'ils gagnent. Fait que no matter what, j'allais être heureux. Mais mettons que je suis pas mal plus heureux que je ne l'aurais été si j'avais gagné mon petit 20$, là, tu sais. Mais c'est pour te démontrer à quel point on y croit toujours, mais il faut que ce club-là démontre, tu sais, comme on a mentionné, faut signer Chris Jones et Algerius Sneed. Ça, c'est priorité numéro 1 et 2. C'est 1A et 1B, en fait. Puis, faut trouver une solution avec les receveurs de passe parce que là, cette année, ça a fonctionné. L'année passée, de justesse, on a réussi à l'avoir aussi. Somehow, Kadarius Toney était la solution pour les bonnes raisons l'année passée. Là, il était la solution pour les mauvaises raisons, mais il faut trouver quelque chose. Il faut une vraie arme qui ne sera. Puis je pense pas qu'elle s'appelle Kadarius Toney, je pense pas qu'elle s'appelle Michael Hardman, malgré qu'il nous a fait gagner hier. Je pense pas qu'elle s'appelle Marquez Valdez-Scantling. Est-ce qu'elle s'appelle Rashee Rice? Probablement. Mais ça va prendre plus que juste Rashee Rice et les 4 autres, là. C'est pas Justin Watson non plus qui va faire ça, là. Puis juste pour rebondir un peu là-dessus, comme tu as dit, en fait, on l'avait dit au milieu de la saison, on avait des doutes sur les Chiefs, mais s'il y a une affaire qu'on a appris, c'est de jamais penser que les Chiefs sont morts. Moi, s'il y a une affaire que ces séries-là m'ont rappelé, c'est de jamais parier contre Patrick Mahomes. Et ça va prendre un receveur. Ça va aussi prendre une solution parce que plaqueur à gauche, Donovan Smith a une game épouvantable pendant une bonne partie de la game hier. Idéalement, si on est capable de trouver une solution pour plaqueur à gauche, ça aiderait. Et, lui, c'est plate, son contrat, il continue, me semble. Non, Smith il finit, je pense. Je pense que Taylor reste, puis je pense que Smith finit. Ça va prendre un plaqueur à gauche plus solide que ça. Et dernier point que je vais amener sur le Super Bowl aussi, je suis très content qu'en ce moment, on soit vraiment en train de parler de football et tout, et qu'on soit pas en train de parler d'un mauvais match par les arbitres ou des erreurs des arbitres. Ça a été un match tellement bien arbitré. Bravo à Bill Vinovich. Et je suis tellement content qu'on n'ait pas ces controverses stupides-là en ce moment, qu'on soit vraiment en train de parler de la meilleure équipe à gagner, qu'on parle de stratégie. Bravo à cette équipe d'arbitres-là qui a eu un match exceptionnel. Je suis tellement heureux que les Chiefs aient gagné et que personne peut dire « Ouais, mais les arbitres, le flag, ça, là, je suis tellement heureux, là. » Ouais, exact. Surtout qu'on n'a pas vraiment eu de drapeaux qui se sont donnés sur une passe. On n'a pas vraiment eu d'obstruction de passe. En fait, on n'en a pas eu du tout de pénalité sur obstruction sur le receveur, aucune. Exactement, ce qui fait que tu avais un petit peu moins de controverse là-dessus. Hey, Oli, merci beaucoup d'être passé avec nous. Avant qu'on te laisse aller, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Shameless plug time, là. Plug-toi. Ça va être d'une autre génération, mais LinkedIn. Olivier GD sur LinkedIn. Sinon, oliviergd.podcast sur Instagram aussi. Fait que tout c'est un peu plus de la bonne génération. C'est pas mal les deux meilleurs endroits où vous pouvez me rejoindre. Puis sinon, il y a mon site web oliviergd.com où j'aide les gens comme vous trois à avoir un podcast puis à les rendre encore plus hot. Fait que puis shout-out aussi à ton projet, aussi à ton projet passionné saison 2 qui sort bientôt. Saison 2 la semaine prochaine, 19 février, le premier épisode. Puis je prends 2 secondes. Si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent se lancer un podcast, je ne peux pas recommander assez les services d'Oli. Ces gars-là nous aident tellement en une semaine. Si vous y pensez, juste
prenez le temps d'y parler, il va vous amener une vision, et sans lui, la triple menace n'existerait peut-être pas en ce moment. Oh, elle existe je pas. je ne donnerai jamais assez de crédit à Oli pour ce projet-là. Merci Oli pour tout, et honnêtement, félicitations pour tes Chiefs, tu le mérites. Belle victoire de tes Chiefs hier soir au Super Bowl. Mais ça m'a fait plaisir et j'ai très très hâte de me faire payer une nouvelle assiette au déjeuner AM de William. Let's go! Extra croton. Ah, mais ça, extra croton, je suis très pas croton, mais je vais le prendre pareil. Là. Yes! Oli, merci mon chum, puis Merci, on les s'en boys. parle bientôt, puis on attend tes commentaires sur le reste du podcast un peu plus tard à soir. Ouais, puis là, si c'était John Tortorella, va falloir que je sois un petit peu moins soft. Là. Ouais, non, c'est Va ça. falloir que... Et voilà. Salut Oli, Ciao, ciao. merci encore. Oh boy. Félix, tu pensais qu'elle allait l'oublier le coup du croton, hein? Gars, parle-moi-en pas. Ça, c'est... Mais honnêtement, je regrette pas. Pour elle, puis il est même plus là, puis je vais encore le vanter. Là. Incroyable. Je ne peux pas recommander assez Oli si vous voulez. Ce gars-là nous aide tellement, plus que vous pouvez seulement penser dans ce projet-là. Merci à Oli pour tout ce qu'il fait, et je vais y payer l'extra coton sans problème la prochaine fois que je déjeune avec lui. Dire que j'ai rencontré ce gars-là il y a à peu près une dizaine d'années parce que, out of nowhere, je venais d'arriver à Jonquière aux résidences, puis il y a quelqu'un qui cogne à ma porte, puis c'était genre Oli, pis c'est le chum de gars qui m'accueillait parce que j'étais sur le même étage que lui aux résidences. J'étais genre, viens-tu au partage ça? J'ai fait, Doc, ça fait 2 heures que j'ai d'arriver ici. 1, je vais aller me coucher, puis 2, je connais fuck all la ville-ci. Puis 10 ans plus tard, ben c'est ça qui est ça. Hey, On est quasiment partner d'affaires ensemble. Avant qu'on se lance sur le prochain sujet, ouais, je suis très laid back en ce moment, je suis très confortable dans ma chaise là, parce que là, écoute, on va bien finir à mener ce bloc football-là. Il y avait tellement de choses qui se sont passées, honnêtement, que je pense qu'on aurait pu dédier cet épisode-là entièrement au Super Bowl, au football, puis tout ce qui en suit. Félix, je suis un peu déçu que tu nous as pas donné une couverture de Bob l'éponge. Écoute, je l'avais dit plus tôt cette année, moi j'adore tout ce qui est Bob l'éponge, j'adore tout ce qui est Nickelodeon et tout. Je suis un enfant pour ça, mais les games de saison régulière pour une game Toy Story, ça va. Le Super Bowl, c'est autre chose. Puis écoute, je vais t'avouer, j'ai quand même vu des bouts. J'ai vu la célébration finale. J'ai vu Patrick qui se fout du fumble de Christian McCaffrey au premier quart. J'ai vu et j'ai surtout vu Sweet Victory être chanté au début. Et ça, c'est le meilleur hymne national. Sérieusement, laissez faire America the Beautiful. Laissez faire le Star Spangled Banner. Mettez-moi Sweet Victory avant n'importe quel match. Ça, s'il y a une affaire qui rallie tous les Américains, n'importe qui écoute du sport, donnez-moi Sweet Victory à chaque match de football. Ça, c'est mon vrai hymne national. Et bravo à Bob l'éponge pour sa performance légendaire hier pour l'hymne national qui est Sweet Victory. Moi, je vais juste lancer un petit shout-out quand même à Usher qui nous a donné un sweet spectacle à mi-temps alors qu'il y avait aucun hype sur ce spectacle-là. Je pense que c'est dans toute ma vie que je suis le Super Bowl, c'est probablement le spectacle qui avait le moins de hype autour, excepté peut-être celui de Maroon 5 il y a 5 ans, où ce que ça avait été un désastre. Est-ce qu'il y avait été même le 3e choix? Parce que les deux ça. avaient refusé finalement. Fait que shout-out quand même à Usher, le gars il a 45 ans, puis il danse, puis il chante de même avec des patins ou alignés d'un pied. Ouais. Failli tomber aussi. Mais... ça, on dira pas ça. Ça, non, exact. C'est ça, il n'y avait pas tant d'engouement autour du spectacle. J'en sais un petit peu avec mes proches. Il y en a qui disent ne pas avoir aimé, mais tu sais... mais ils ont quel âge? Mon âge. C'est ça, je dis. Non, mais on a connu... Moi, je suis le millennial. Moi, je suis biaisé. Moi, je suis le millennial qui est visé pour ce genre on a connu, là, Oh My Gosh, on a connu... DJ God Us Fall in Love qui n'a pas joué d'ailleurs. Ça, je suis déçu. Ça, pour vrai, là, ça, c'est mon seul point négatif de cette Non, exactement. Mais non, je suis quand même satisfait. Je pense que si on avait une tier list à faire des spectacles du Super Bowl, ça serait comme un solide B. Genre un solide B, je dirais. Là. Ouais. Félix, je t'avoue que je suis pas particulièrement familier ou quoi que ce soit avec la discographie d'Usher, puis c'est pas nécessairement un artiste que j'apprécie dans le sens de sa musique et tout, mais la qualité du show était quand même cool. Genre, si ça avait été un artiste que j'aimais qui faisait le même show, j'aurais vraiment capoté. Mais pour quelqu'un qui aime Usher, ça devait être incroyable. J'ai
je vais t'avouer, j'ai jamais vraiment vu un gros fan d'Usher. Si vous êtes un fan de Usher, mais vraiment un fan intense de Usher, et que vous nous écoutez, écrivez-nous, sérieusement, je veux vous féliciter et vous féliciter d'être le premier vrai fan fini de Usher que je connais. Mais dans l'ensemble, c'était un bon show, même si je pense que j'étais peut-être pas le public cible pour ce show. Ça commençait slow, Ouais. mais tu sais, on a vu Alicia Keys rentrer. L'énergie commençait à monter. On a vu Her rentrer. Là, Oui, j'adore Her. Ah non, toi, j'ai pensé à toi en plus. Hey, sur la guitare, là. Mais quand Lil Jon puis Ludacris sont arrivés, là, ouf! Oh là là, ça, c'est les feels. Tout était dans les feels de ce côté-là. Puis là, le party était pogné. Mais 7.58. Pour vrai, 7.58 sur 10. on a joué beaucoup dans l'aspect Vegas de la chose. Puis certainement, n'importe quoi, du moins, qui a plus d'énergie que Adam Levine pendant son spectacle. Moi, ça me va. Je vais être, c'était mauvais, ça. Je vais être satisfait. Quoi qu'il en soit, on a quand même d'autres sports à jaser. Et c'est là qu'on s'en va. On va aller du côté du baseball majeur parce qu'on a quand même connu une grosse semaine malgré tout. Malgré toute la tension médiatique qui est allée, puis comme il se doit sur le Super Bowl. On a eu l'ouverture du marché des joueurs autonomes et tout ça dans le baseball majeur. Et on a eu des camps d'entraînement. Des camps d'entraînement, pardon. Précision, camps d'entraînement. On a eu des gros noms qui ont signé des beaux contrats pour des beaux petits sous. Ben, à commencer par José Altuve, qui est vraiment, maintenant, c'est cette pièce centrale des Astros de Houston. On en a parlé en long et en large. A signé un énorme contrat jusqu'à ce qu'il ait 39 ans. Donc, probablement jusqu'à la fin de sa carrière de 125 millions de dollars, donc qui va très sûrement porter les couleurs des Astros jusqu'à ce que ce soit fini. Ensuite, à commencer par Bobby Witts, qui lui, en plus, juste 23 ans, un contrat monstre de 11 ans pour 280 millions de dollars. Et finalement, grand-père, Clayton Kershaw, qui aussi... Il est back. Oui, exactement. Exactement. Donc, va suivre cette prochaine saison avec les Dodgers de Los Angeles. On n'était pas trop sûr dans son cas ce que ça allait donner au niveau de Clayton Kershaw, surtout au niveau de comment je pourrais dire ça, endurer tous les défis de jouer une saison de baseball majeur. On l'a vu l'année passée, comment il en a manqué un petit peu à la fin. Ben là, écoute... Oui, Félix, t'avais-tu une intervention? Pour Kershaw, dans le fond, c'est qu'il va manquer les premiers mois de la saison, il se remet d'une opération et tout, mais il devrait revenir après autour du match des étoiles, ou peut-être un peu après. Fait que, dans le fond, les Dodgers ont fait une acquisition de date limite mais d'avance en le signant, puis on lui donne aussi une option pour le garder en 2025. Donc, un contrat d'1 an, peut-être un peu déguisé en un contrat de 2 ans pour les Dodgers et Clayton Kershaw. Exactement. Mais on parle bien qu'il y a des joueurs qui ont signé des gros contrats. T'en as encore qui sont encore disponibles. Là. Puis là, les gars, vous avez donné une belle liste quand même avant qu'on commence l'émission. Matt Chapman, Cody Bellinger, Jordan Montgomery, Blake Snell. Toujours pas de preneur. Là. Puis on est à moitié février. Premièrement, moi je suis content pour le Super Bowl parce que c'est enfin la saison de baseball qui commence. Ouais. Ça marque un peu le début de la saison de baseball. Mais Cody Bellinger, qui est peut-être aurait pu avoir des votes pour l'MVP, peut-être même top 3 MVP l'année passée. Blake Snell qui a gagné le Cy Young dans la nationale, puis ils sont toujours pas signés. Je suis un peu sidéré. Pour vrai, je sais pas quoi dire. Moi, je pensais que dès que Justin Turner avait signé à Toronto, Matt Chapman, c'était réglé. C'était comme un domino qui allait tomber éventuellement. Ça avance pas. Il n'y a rien qui avance. Mais Matt Chapman, je l'entends littéralement nulle part. Bellinger, on a une idée de son marché. On sait que c'est probablement les Jays ou les Cubs, probablement plus les Cubs. Snell, est-ce que Snell a seulement une offre en ce moment? Les Yankees, ils en ont déposé une, elle n'était pas à son goût, puis on n'a aucune idée si une autre équipe a déposé une offre. Jordan Montgomery, il y avait des rumeurs comme quoi il attendait que le contrat de télé des Rangers se place. Tout est bizarre, il y a comme rien qui est imminent, puis les camps d'entraînement ont commencé pour certaines équipes et vont commencer officiellement pour toutes les équipes dans les prochains jours. Ça fait beaucoup de gros noms qui sont pas signés et
il y a beaucoup dans le baseball le fait que Scott Boras, qui est le super agent, ralentit un peu le marché, souvent attend pour que ces gars prennent de la valeur et tout. Mais les années passées, c'était pas aussi intense que ça. Et là, cette année, c'est vraiment un autre niveau. Avoir 4 gros noms, parce que ces 4 noms-là étaient parmi les gros noms à l'ouverture du marché et ils sont encore là. C'est pas des gros noms qui étaient des noms de deuxième ordre et qui sont rendus des noms de premier ordre, parce qu'il y en a aussi des gars de profondeur qui sont encore pas signés. Il y a des gars comme Horace Soler, des gars comme Adam Duvall. Il y avait Jorickson Profar puis Yasmani Grandal, que eux autres, ça s'est réglé ça dans les signé dernières hier, heures. Puis encore là, t'as les gros noms qui sont pas signés. Je comprends pas. Ces gars-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, mais je vois pas une équipe payer le gros prix, donner un gros contrat de 6, 7, 8 ans pour un gars qui va signer après le début du camp d'entraînement. Donc là, ça entre dans est-ce que ces gars-là vont devoir signer des contrats d'1 an pour reprouver leur valeur? Et Bellinger l'a fait l'an passé. Blake Snell vient de gagner le Cy Young. Si Blake Snell, le gagnant du Cy Young, doit gagner un contrat d'1 an pour prouver sa valeur... Son deuxième Cy Young, soit dit en passant. Son deuxième en carrière. Puis il faut qu'il signe un contrat d'1 an pour prouver sa valeur, c'est fou. Le marché est vraiment brisé. Puis je sais pas qu'est-ce qui attend Blake Snell, mais c'est bizarre comme situation pour ces 4 noms-là. Il y a rien qui semble imminent au moment où on vous parle en ce 12 février à 14h22. mais moi, quand même, je vais quand même être content pour ce que les Astros et les Royals ont fait. Premièrement, les Astros pour José Altuve, parce que, oui, OK, c'est peut-être le visage méchant du fameux scandale de 2017 des signaux volés. Moi, il a volé un VP Aaron Judge en 2017. Il a volé un VP Aaron Judge en 2017. Mais ça, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il n'y a aucun scandale, c'est pas de sa faute. Moi, je continue à croire quand même, parce qu'il y en a qui le défendent. Moi, je suis un peu dans le camp qui va défendre José Altuve parce que je sais que ce gars-là avait pas besoin de signaux pour... C'est un des meilleurs frappeurs de contact de la dernière décennie, depuis 2010 en fond. Puis, il représente quand même le meilleur candidat présentement dans le baseball majeur pour se rendre à 3000 coups sûrs, chose qu'on le verra quasiment presque plus maintenant parce que les frappeurs de contact de beaucoup de coups sûrs s'en vient de plus en plus rare. Présentement, on est à 2047. Si tu mettais une moyenne de 150 coups sûrs pour le reste de son contrat, ça sonne le 3000 et le temps de la renommée assurément. Et je me demande à quel point ce gars-là va faire compétition à des gars comme Roy Oswalt, Craig Biggio ou même Jeff Bagwell comme probablement un meilleur joueur, Monsieur Astros, là, vraiment, parce que comme on dit, ce gars-là va probablement finir sa carrière au Texas. Et quand même Bobby Witt Jr., si vous êtes juste un fan un peu casual du baseball, retenez ce nom. Faites-moi plaisir, retenez ce nom-là. Ceux qui suivent un peu plus le baseball le savent déjà, ce gars-là est une superstar. Tu pourrais même dire qu'il l'est déjà, mais qu'il va être en devenir encore plus avec les Royals de Kansas City. Ce qui est plate, c'est que oui, il joue dans un petit marché, mais retenez ce nom-là parce que je serais même pas surpris que ce gars-là finisse top 3 ou top 5 MVP dans l'américaine l'année prochaine. Et là, Kansas City vient de le boucler. Merci, bonsoir pour encore plusieurs années. Moi, je suis très partant. Un autre superstar à Kansas City. Juste dire vite à Bobby Witt, je trouve ça vraiment le fun pour Kansas City. Je trouve c'est beau de voir un petit marché investi comme ça. Les Mariners, qui sont un marché quand même un peu plus gros, l'ont fait avec Julio Rodriguez. Puis on a vu les Diamondbacks qui l'ont fait avec Corbin Carroll. Et là, les Brewers qui l'ont fait avec Jackson Chourio. Bon, les Rays l'ont fait avec Wander Franco, mais ça n'a pas bien fini à ce niveau-là. Mais ça reste que j'aime voir les équipes comme ça, des petits marchés qui décident d'investir, qui vont aider leur jeune noyau. Et les Royals qui, cet hiver, ont dépensé. C'est rare de voir les Royals dépenser. On est une équipe un peu de bas de classement. Et là, cette année, ça fait... On a les Chiefs qui sont en train de tout gagner. Fait que les Royals veulent leur part de l'effervescence sportive là-bas. Et Patrick Mahomes, qui est un actionnaire minoritaire aussi, les Royals. Puis j'imagine qu'il a eu son mot à dire là-dedans. Je pense que ça a donné ça a donné comme un élan aux Royals de dépenser. Et Bobby Witt est le point d'exclamation sur une saison morte qui est vraiment le fun pour les Royals. Je suis content pour les fans des Royals qui le méritent. Ce sera peut-être pas 2015 encore, mais il y a des beaux éléments. Et tant que Bobby Witt est là, ça va leur donner une belle raison de suivre cette équipe-là pour les 11 prochaines années. Et là, il y a des options, c'est compliqué. Les contrats comme ça sont souvent des contrats compliqués, mais le contrat peut être de 11 ou 14 ans, je pense. Il y a plusieurs années d'options. Oui, il peut même sortir après 9 ans, 8-9 ans. C'est ça.
Fait que c'est souvent des contrats compliqués, mais ça reste que pour comme on dit en anglais, le foreseeable future, ça va être Bobby Witt qui va être un membre des Royals pour de longues années. Puis je vais t'aider là-dessus. Ça donne une bouffée d'air frais un peu au paysage du baseball majeur, il y en a beaucoup qui ont chialé pour dire « Ah, mais là, les Dodgers, gros club de marché, sortent le chéquier, sort $1 milliard, ça y est, le baseball est brisé. » Ouais. Attention, là, on prend son pouls un peu. Tu sais, des Julio Rodriguez, des Bobby Witt Jr., même des Fernando Tatis Jr., il y a quelques années, c'était la même affaire. Oui, aussi. Tatis Jr., Corin Carroll à Arizona. Écoute, c'est vrai que des fois, on pourrait voir certains propriétaires être un peu plus impliqués sur le terrain, et là, je ne lance aucunement une flèche à mes propriétaires des Red Sox de Boston, aucunement. Mais ça fait quand même du bien de voir qu'il y a tout le monde qui veut essayer de gagner au moins un minimum, parce que des fois, c'est pas toujours l'affaire, puis que c'est pas juste les gros marchés qui s'achètent des championnats, un peu comme les Yankees faisaient dans les années 90. Ouais, exactement. Puis, petite mention là-dessus, Félix, je vais en 2 temps, je vais t'aider. Un, foreseeable future, tu peux dire un futur rapproché. Oui, ça, tu peux dire ça. Je cherchais vraiment le mot, puis il venait pas, fait que j'ai pris celui que j'avais. Deuxième chose, comme si Kansas City avait besoin d'un autre superstar de jeunes superstars pour les années à suivre. C'est pas ce qu'on veut voir en ce moment. Mais c'est bien quand même. Pour les Royals, c'est correct, mais c'est vrai qu'au début, on disait les Chiefs, on est tellement contents, mais comme on dit, you either die a hero or you live long enough to become the villain. Exactement, mon film préféré au passage de Dark Knight. Et on parlait aussi de José Altuve, quand même 3000 verges. C'est quelque chose qu'on jasait aussi lorsqu'on parlait. 3000 coups sûrs. 3000 verges, j'en ai plus à l'extérieur en football. On parlait de 3000 coups sûrs il n'y a pas si longtemps de ça, alors qu'on mentionnait que Adrian Beltre allait être introduit au temple de la renommée du baseball. L'un de 33 joueurs à avoir atteint les 3000 coups sûrs dans l'histoire du baseball majeur. Justement, on parle des camps d'entraînement, tout ça, puis on voit déjà les premières images qui sortent des camps d'entraînement, notamment les Dodgers de Los Angeles. Puis il y a juste une affaire à dire, man. C'est tellement dommage qu'on n'aura pas une rotation de lanceurs 100% en santé, parce que avoir Yamamoto faire en ce moment, tu te dis fuck. T'imagines si Shohei Ohtani pouvait lancer, puis si Clayton Kershaw était là depuis le jour 1, s'il pouvait être là depuis jour 1, comment ça serait dangereux comme monticule. Et au camp d'entraînement, tu avais la photo à 1 milliard, littéralement à 1 milliard, avec Ohtani qui regardait Yamamoto lancer. C'est quand même des moments cool. Puis je veux dire, pour les fans des Dodgers, c'est vrai que c'est effectivement le fun. Pour tout le reste de la ligue, c'est un peu moins le fun de devoir gérer ces deux-là, mais c'est le fun de voir. Puis surtout, c'est le fun que le baseball revienne. Là, puis en plus, il fait un peu plus chaud depuis quelques jours. Fait que c'est le fun de. Je suis en short, moi, aujourd'hui. No cap, je suis en short aujourd'hui. Là. Ben, on rit, mais. On sent que c'est l'ambiance du baseball, puis tout. Puis c'est le fun de voir les. Tu es en short. Puis écoute, c'est le fun parce que justement, il y a l'ambiance du baseball puis tout, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner les Dodgers cette année. J'ai hâte de voir Yamamoto lancer. J'imagine qu'on va le voir lancer un peu pendant le camp d'entraînement, mais j'ai surtout hâte de le voir lancer pendant la saison. Je pense que ça va être le fun de suivre les Dodgers cette année parce qu'il y a du talent. Il y a du talent en Californie. Moi, j'ai juste hâte de voir les Dodgers perdre contre une équipe de 85 victoires comme les Reds de Cincinnati en série. C'est sûr, ça va arriver. Ou genre les Diamondbacks de l'Arizona parce que power of friendship. Let's fucking go. Power of friendship. Nouvelle un petit peu insolite, un peu drôle, un peu inusitée qui nous sort de la République dominicaine cette semaine, alors que légende des Expos de Montréal, Pedro Martinez, est en entrevue et vraiment lance à son intervieweur qu'il aurait prié, il se serait mis à genoux à 3 reprises pour être échangé aux Yankees. Félix. Écoute, j'aurais aimé ça. Quoi que c'était avant mon temps, c'était avant que je naisse, là, mais on se souviendra que dans ces années-là, Pedro Martinez, qui dominait à Montréal, qui était le lanceur vedette des Expos, a même gagné le trophée Cy Young en 97 sous les couleurs montréalaises. Et Pedro, qui est aussi connu pour être une légende de l'histoire récente des Red Sox, où il a connu ses meilleures saisons en carrière, en 2000 et en 2001, en plein milieu de l'ère des stéroïdes. Pedro qui décide de lancer peut-être les 2 meilleures saisons de l'histoire d'un partant avec celle de Bob Gibson en 68.
Puis là, Pedro, qui a une belle histoire avec les Red Sox, qui est un héros à Boston, décide de dire qu'il finalement, lui, son rêve, c'était d'aller dans le Bronx, de jouer pour les Yankees. S'il y a une affaire qu'on peut pas reprocher à Pedro, c'est de pas être extrêmement divertissant. Ça a dû faire mal à beaucoup de fans des Yankees qui ont géré Pedro pendant plusieurs années de l'autre côté de cette rivalité-là. Ça a dû fendre le cœur de ceux qui l'ont vraiment vécu, de ceux qui ont vu Pedro dominer contre les Yankees, mais mais c'est drôle de voir quand même. C'est une drôle d'affirmation à faire, je trouve, de Pedro, puis ça me surprend pas du gars en même temps. C'est Pedro, c'est coloré, puis c'est ça qui a fait en sorte qu'il est un analyste qui est aimé, qui était un joueur qui est aimé aussi des partisans pendant qu'il jouait. Ça, puis on rappelle que c'est le même homme qui a plaqué au sol un gars fin 60, début 70, Don Zimmer au sol. Don Zimmer. Qui l'a yeet au sol, là. Et puis il a tellement été un gros morceau de cette rivalité-là. Juste, c'est drôle de s'imaginer ce que ça aurait été s'il avait été de l'autre bord. Genre, tu dis, il y a eu l'incident de Don Zimmer, puis tout, mais il a tellement été un morceau important des Red Sox, puis c'était un peu le pic de la rivalité récente entre les deux clubs. Puis juste de s'imaginer Pedro de l'autre côté, je sais pas, ça me fait rire. Je me dis que ça aurait vraiment changé un peu la perception de cette rivalité-là. Écoute, je pourrais peut-être renverser les rôles parce qu'il faut pas oublier que quand Alex Rodriguez a voulu partir des Rangers du Texas, a failli se ramasser chez les Red Sox de Boston. Et si je me trompe pas, c'est l'association des joueurs qui avait bloqué cette transaction-là pour parce qu'on disait que Alex Rodriguez allait perdre trop d'argent dans cette histoire-là, puis on va bloquer cette transaction-là. Finalement, les Red Sox se sont virés de bord, ils sont allés juste chercher Manny Ramirez, juste ça, en passant. Mais tu sais, on peut voir un peu si, mettons, Alex Rodriguez dans l'uniforme des Red Sox affrontait Pedro Martinez dans l'uniforme des Yankees. Écoute, je suis pas scientifique, puis je sais pas s'il y a des univers parallèles, ça existe pour de vrai, mais ça doit... Ça doit être assez spectaculaire comme destin. Puis j'ajouterais juste aussi pour Pedro, la raison en fait qu'il a donné pour expliquer le fait qu'il n'a pas été échangé aux Yankees, il a expliqué que en fait les propriétaires des Expos à l'époque n'aimaient pas George Steinbrenner qui était le propriétaire des Yankees. Donc c'est pour une histoire de... On a parlé de Jeff Gorton qui n'aimait pas les Rangers quand on parlait de Sean Monahan, ben c'est la même affaire avec les Expos. Les Expos n'aimaient pas le boss des Yankees, fait qu'on n'a pas échangé Pedro là-bas. Moi, je fais juste dire, juste pour cette raison-là, ramener une franchise à Montréal. Ramener une équipe à Montréal, juste pour cette raison-là. Non, mais c'est-tu pas de l'enfantillage comme raison? Pareil, si c'est vrai. Parce que Pedro est capable d'en mettre un peu aussi. On va pas penser qu'il est oui. Il est capable d'en beurrer épais, là. Mais si c'est vraiment la vraie raison, c'est-tu pas de l'esti d'enfantillage, pareil? Sérieusement. Écoute, c'est divertissant. Moi, je dis juste que c'est divertissant, puis moi, ça fait mon bonheur. C'est pas grave, ils ont échangé Javier Vasquez finalement. Ils ont envoyé un esti de pétard mouillé aux Yankees. C'est définitivement divertissant. Puis justement, parlant du mot divertissement, on a aussi quelques rumeurs qui sortent qu'il y aurait possibilité que les joueurs des ligues majeures de baseball, des MLB dans le fond, intègrent les Jeux olympiques de 2028. Donc, ça serait pas 2024. Faudrait patienter un autre 4 ans et des poussières avant de voir ça arriver. Mais ça pourrait être définitivement intéressant. On sait par contre qui a annoncé dernièrement qu'ils vont être aux Olympiques, puis c'est le retour des joueurs de la Ligue nationale de hockey, qui a connu une semaine relativement tranquille, mais il y a une grosse histoire qui a fait les manchettes. Puis c'est... Exact. Puis si ça vous tente vraiment de jaser de ça avec nous, à savoir si c'était quelque chose qui était mérité ou pas, peu importe de quel personnage on parle dans cette histoire-là, vraiment, je vous invite à interagir avec nous, que ce soit sur Twitter ou même sur Facebook. Je vais encore le rappeler, cet épisode-ci. Pour ce qui est de la page Facebook, c'est les super fans des Tigers de Guangdong, où vous pouvez interagir avec nous et toutes choses de la sorte. C'est un match entre les Maple Leafs et les Sénateurs. Une petite bataille de l'Ontario. Mais avec une équipe des Maple Leafs qui, elle, aspire une fois encore à remporter une Coupe Stanley. Et de l'autre côté, des Sénateurs d'Ottawa qui connaissent une saison de misère. Mais ces Sénateurs-là, ils sont en bonne posture contre les Maple Leafs. Au point même que Ridley Craig se dit « J'ai un but des airs, c'est fait. On va gagner contre les méchants Maple Leafs devant nos partisans. » Et il va marquer son but dans un filet désert sur un
tabarnak de slapshot. Le gars, il a craqué son joystick droit pour l'avoir, ce slapshot-là. Dans un filet désert. Puis le pire, c'est qu'il était juste devant. C'est pas comme si... il était à 2 pieds du but, gros Max. Exact. C'est même pas qu'il était dans la zone neutre, puis il a reçu une puck libre, puis il a juste décidé de la déclencher pour l'envoyer peut-être dans le but. Non. Il était peut-être à 4 pieds du but. Et ça n'a pas fait l'affaire de Morgan Rielly qui était en repli défensif pour essayer de sauver ça. Bon, ben, sur sa célébration, Ridley Craig se fait assommer. Et je dis bien assommer, attaquer, se fait assault par Morgan Rielly. Et là, ben, c'est la dégringolade d'ici là. J'ai besoin un peu de vos commentaires là-dessus parce que ça en a fait couler de l'encre, cette histoire-là. Là. Ça a vraiment fait jaser. Puis là, évidemment, Morgan Rielly qui un gros cross-check dans la face d'un joueur après le jeu comme ça, c'est le genre d'affaire qui a pas exactement fait l'affaire de tout le monde. Va avoir d'ailleurs une audience en personne demain pour une éventuelle discipline. Pas plus chic que tu t'attendais à peut-être un 5 000 d'amende considérant la LNH, mais moi je pense que si Brendan Gallagher a eu 5 matchs pour une mise en échec qui était dégueulasse, mais qui était quand même dans le jeu, Morgan Rielly mérite plus. Mais bref, pour revenir un peu au geste, c'est dans le fond après le jeu, Morgan Rielly, un double échec directement au visage de Ridley Gregg qui l'aura jamais vu venir. C'est vraiment arrivé comme dans son angle mort et tout. Et ça, évidemment, la foire a pogné après. Et ça s'est mis à se frapper dessus. Puis c'est un gros bordel pour finir ce match-là. Mais au-delà du geste, parce que le geste de Rielly est selon moi inacceptable, puis Greg a cherché le trouble et tout, est-ce que ça valait la peine de lui donner un chèque d'en face? Peut-être pas, mais moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire-là, et écoute, je comprends pourquoi il a défendu son joueur, mais de voir Sheldon Keefe dire que Morgan Rielly a pris la bonne décision en allant faire ça, ça me choque, et ma première pensée, quand j'ai entendu Sheldon Keefe dire ça, c'était de me dire, imaginez 2 secondes, on est à Montréal, je sais pas, Jonathan Kovacevic va faire ça. Ou non, c'est quand même un joueur. Mike Matheson s'en va détruire un joueur adverse après que ce soit fait marquer un but dans un filet désert. Il s'en va donner un double échec d'en face. Et Martin Saint-Louis, après le match, dit ouais, c'est la bonne chose à faire. Je m'excuse, mais ça ferait pas l'unanimité à Montréal. Je pense que ça ferait même plus. Les gens seraient plus en désaccord qu'en accord avec ça. Et j'ai de la misère à voir Martin Saint-Louis faire ça. Et je vois pas. Je comprends pourquoi Sheldon Keefe a défendu son joueur, mais pour moi, ça n'a pas d'allure de défendre un geste comme ça, qui a juste pas sa place dans le hockey. Moi, je me demande surtout, est-ce que Sheldon Keefe défend le geste en tant que tel ou défend l'intention? Parce que moi, je pense qu'il y a peut-être une petite nuance à faire parce que Morgan Rielly, là, c'est le gars qui est le plus longtemps avec les livres depuis plus d'une dizaine d'années quasiment. T'es repêché en 2012, même année qu'Alex Galchenyuk, Neil Yakupov, etc. Le gars traverse tout le rebuild. A vu William Nylander, Mitch Marner, Austin Matthews s'amener. Le gars, tu sais, on parle beaucoup du Core 4, mais tu sais, on devrait parler d'un Core 5 du côté de Toronto en incluant Morgan Rielly. Morgan Rielly, c'est le seul gars de ce quintet-là, et peut-être même de cette équipe-là, qui give 2 shits about le logo, la ville, les partisans, son équipe. Je comprends très bien pourquoi Morgan Rielly a voulu faire ça. Moi, on dit beaucoup que le narratif que Toronto, c'est beaucoup, on parle beaucoup, mais on fait rien. On est soft, on est le kid qui se fait voler son argent de poche de repas, de cafétéria dans le cours d'école, ce qui est quand même vrai. Morgan Rielly pouvait pas laisser passer ça. À ce temps, est-ce qu'il a fait de la bonne façon? Absolument pas. Mais il fallait une intention, il fallait lancer un message. Puis je pense que c'est ça que Sheldon Keefe voulait faire. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui disent que c'était mérité le cross-check d'en face. En passant, regardez, il y a 2 sortes de personnes qui disent que c'est acceptable. Des anciens goons dans la Ligue nationale et des médias de Toronto. C'est les seuls deux, c'est les 2 types de personnes qui Sportsnet au grand complet. Sportsnet, TSN ou des anciens goons de la Ligue nationale qui disent que c'était bien de donner un cross-check d'en face. Moi, si Morgan Rielly va voir Ridley Gregg, qui en passant, Ridley Gregg, là, contrairement un peu à Brady Tkachuk, que lui c'était un tough, Ridley Gregg, ça va être une piste. C'est un brand marchand, peut-être pas en moins salaud, mais en plus gros. Tu sais, ça va être ce genre de joueur-là. Tu sais, Ottawa a une saison qui en arrache malgré des grosses attentes. On bat l'ennemi adverse. Encore, soit de 100%. Encore.
Toronto qui est dans une course aux séries et qui vont encore perdre contre une équipe 28e dans la Ligue nationale, c'est absolument inacceptable quand tu es dans une course aux séries éliminatoires pour être le wild card, même pas pour la division, un wild card. Et là, tu te retrouves avec Morgan Riley qui sera pas là pour au moins les 6 prochains matchs. On connaît pas encore la suspension. Mais... non, en fait, ça peut être 5 et plus, mais ça peut être moins aussi. Ils peuvent donner 2 matchs, même pour un en personne, par exemple. OK. Fait que j'ai hâte de voir demain, on va avoir la mais ça, d'après moi, ça sonne un gars qui va être au moins absent pour les 2 prochaines semaines. Écoute, je vais donner un peu de répit à Morgan Riley là-dessus parce que c'est clair qu'un gars comme William Nylander aurait pas fait ça. John Tavares, demander-lui d'avoir une émotion, c'est probablement une tâche impossible. Je pense que Félix, une chance qu'on le voit en caméra parce qu'on pourrait le confondre pour John Tavares parce que c'est un cyborg. Mitch Marner, non. Austin Matthews, extra Clairement lol de voir faire quelque chose, d'avoir juste un peu de fierté un peu pour son équipe. Alors, je vais quand même le donner à Morgan Riley, mais la façon qu'il l'a fait, c'est totalement inacceptable. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il aille le pousser, peut-être le ramasser un peu, quitte à peut-être dropper les gars à la limite? Fine, mais pas un crush check d'en face. Non. Ça, exactement. Je suis pas d'accord avec ça. Puis tu sais, je parlais tantôt de Martin Saint-Louis, je parlais de Brendan Gallagher aussi. Quand Brendan Gallagher a fait son geste, Martin Saint-Louis a dit « Je comprends Gallagher », mais il a pas dit comme quoi c'était la bonne chose à faire ou quoi que ce soit. Il a pas défendu le geste, il a défendu son joueur. Pour moi, c'est la bonne façon de le faire. Il y a une différence entre... Tu peux protéger ton gars en n'étant pas fier de ce qu'il a fait, puis tu sais, il y a comme une ligne entre les deux. Et j'ai envie de dire aussi au Maple Leaf, si tu veux pas qu'un gars slapshot un but dans ton filet désert, fais-toi pas marquer un but dans un filet désert. C'est simple de même, mais mets-toi pas dans une position où tu peux te faire marquer un but dans un filet désert. Sois la meilleure équipe, puis laisse parler ton jeu sur la glace au lieu de donner un cross-check complètement inutile après le sifflet qu'il y a. Sérieusement, ça n'a pas lieu d'être. Puis oui, Greg a cherché le trouble, mais c'est pas une raison pour un cross-check d'en face. Mais en tout cas, moi, je vais dire que c'est la meilleure chose qui peut arriver à la Ligue nationale. Pas le coup d'en face, mais de l'attitude, être juste méchant, puis Ridley Gregg va devenir un méchant à Toronto, va devenir un méchant en Ontario. Ça va raviver la bataille de l'Ontario qui est morte depuis déjà plusieurs années. C'est la meilleure chose qui peut arriver à la Ligue nationale. On parle beaucoup de la NBA, de la NFL, puis tout ça qui sont en avant de la Ligue nationale pour le marketing. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de l'attitude, il y a du trash talk, il y a des rivalités. Il y a beaucoup d'aspects corrosifs. Il y a des joueurs qui se détestent, il y a du drama un peu. La Ligue nationale, si elle peut avoir ça, on a peut-être de quoi pour du marketing, les chums, là. On aurait quelque chose avec ça. Pour rester quand même dans cette conférence atlantique, même on va rester très proche de la maison, Canadien de Montréal qui a connu une fin de semaine Super Bowl, on va se dire, à oublier, à laisser désirer au niveau du résultat cumulatif, au niveau des victoires, mais en même temps, il faut s'y attendre. D'une certaine part, ça paraît sur l'avantage numérique, entre autres l'absence de Sean Monahan, mais ce qu'on peut dire de façon très convaincante dans les dernières semaines, c'est l'émergence de Juraj Slafkovský. Ah oui, et pas juste un peu, parce que tu regardes Slav jouer en ce moment, là, Slav a pas juste l'air d'un kid de 19 ans qui trouve son rythme et tout. Slav a l'air d'un vrai joueur de premier trio. Et là, je comprends c'est des matchs où est-ce que la pression est peut-être pas élevée. Peut-être qu'il affronte pas toujours les meilleurs trios adverses, quoi que ce soit. Mais sérieusement, si t'es le Canadien en ce moment, t'es extrêmement content de ce que Slav fait. Parce que sur les... si je me trompe pas, il faudrait que je revérifie. Si je me trompe pas, c'est 16 points à ses 23 derniers matchs pour Slav, ce qui est exceptionnel pour un kid de 19 ans. Je sais pas à quel point... Je sais pas quelle est l'évaluation que le Canadien en fait, mais moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est de le voir avoir confiance en son tir. On le voit de plus en plus. C'est le match de mardi. On l'a vu faire un but sur un magnifique toe drag en troisième période. Et comme si c'était pas assez... un plomb sur réception. Alexander Ovechkin, devant Alexander Ovechkin. Un missile. Sincèrement, j'aimerais ça avoir la vitesse de ce tir-là. Ça devait rentrer à au moins 450 km/h. Ça avait pas d'allure à quel point ce shot-là est rentré. Puis on l'a vu pendant toute sa première année et même au début de cette saison. Slav a pris beaucoup de temps avant d'avoir confiance en son tir, cherchait tout le temps la passe et c'est normal pour un jeune joueur.
Mais là, Slav commence à retrouver la confiance qu'on avait vue aux Jeux Olympiques, qu'on avait vu en Europe avant qu'il soit repêché. Et c'est ça le Slav que le Canadien voulait avoir. Le Canadien doit tellement être content de voir ce qui se passe avec lui. Et bravo au Canadien d'avoir donné les ressources à Slav pour qu'il soit capable d'avoir confiance en son tir. On l'a mis en contact avec Glenn Tucker, qui est un surnommé Dr. Shot parce qu'il travaille avec les tirs des joueurs de la LNH. Bravo au Canadien d'avoir investi en son jeune comme ça. Et en ce moment, ça rapporte chez le Canadien. J'aime ce que tu rapportes là-dessus parce que le but qu'il a marqué contre les Stars de Dallas, t'aurais jamais vu ça au mois de janvier. Jamais. En fait, janvier, je dis janvier. Oh, même mois de novembre, t'aurais jamais vu ça. Octobre, novembre, décembre, t'aurais jamais vu ça. Ouais. De l'angle qui était, il l'aurait probablement passé avec le temps de réaction qu'il y avait pour prendre ce tir-là, puis avec l'angle et tout ça, aucune chance. Aucune chance, j'aurais probablement fait une passe arrière en défensive. Ou peut-être ramener la rondelle derrière le filet, mais il n'aurait jamais pris ce lancer-là. Jamais. Mais là, la question est de mise. Là. Le Canadien, on va se dire maintenant, ils ont fort probablement un premier trio de l'avenir. C'est lui avec Suzuki, Caulfield, chef's kiss, incroyable à voir. Ça pose la question, par contre, maintenant, qu'arrive-t-il des joueurs numéro 4 à 12 sur cette attaque-là? Je sais, il y a Kirby Dach qui a cette place-là, mais quand il est en santé, ce qui veut dire, on ne sait pas quand. Advenant le cas qui est en santé, on va peut-être ignorer Kirby Dach dans le reste sur ce qui reste de cet échiquier-là. Mais quelle en est l'évaluation qu'on peut faire de ces autres joueurs-là, du 2e, 3e et 4e trio allant de l'avant? S'ils peuvent juste éviter de se rendre à l'infirmerie, je pense que ça va être une victoire en soi. Là. Je pense que là, tout le monde recommence à se blesser. Tu sais, c'est déjà arrivé dans le passé que le Canadien run un trio. On se rappellera 2011-2012, Eric Cole, Pacioretty, David Desharnais, go première ligne du Canadien dans les années 2010. Oui. Mais écoute, sans le vouloir le dire, je pense que le Canadien a lancé la serviette avec Sean Monahan. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Tu sais, il y a du monde qui parle de Tanner Pearson, Jake Allen, même David Savard peut-être pourrait partir. Fait que je pense qu'on a lancé la serviette, on est en mode tank un peu. C'est correct, je pense que l'organisation va le prendre quand même, mais quand tu vois une première ligne de kids comme ça, Nick Suzuki a quoi? 24 ans? À limite? 23-24 ans? 24 approche 25. Là. 24 approche 25 et run une ligne dans une attaque pas très super forte à quasiment 1 point par match et d'ailleurs qui vient d'être nommé 3e étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey. Avec Cole Caulfield qui n'est pas revenu au super buteur de l'année passée, mais quand même assez proche, et un Juraj Slafkovský qui prend confiance. Et Dieu merci, le kid, on a investi sur lui, mais lui aussi s'est investi sur lui. Oui. Donc, tu sais, c'est pas juste se faire offrir l'aide, tout ça. Il faut que tu le prennes, il faut que tu réussisses à faire de quoi avec ça. Donc, c'est pas le Dr. Shot, Dr. Shot. Dr. Shot, ouais. Puis écoute, tu parlais justement des trios 2, 3, 4, je veux juste aller là-dessus. C'est terrible en ce moment. Je pense pas que tu peux regarder aucun de ces trios-là en disant que tu fais de la bonne job, mais objectivement, quand tu regardes ça, qui fait vraiment partie des plans à long terme du Canadien là-dedans? T'as Alex Newhook qui vient tout juste de revenir. Et honnêtement, fin de semaine, il n'a pas été exceptionnel, mais on l'a vu, sa vitesse est encore là. Et je pense qu'il va reprendre le rythme un peu. Je pense qu'Alex Newhook fait encore partie de tout ça. Kirby Dach, qui tu disais, est aussi blessé, va revenir. Shout-out aussi Brandon Gignac, qui est une très très belle surprise, qui a une belle saison dans la Ligue américaine et qui tranquillement amène son jeu et qui fait quand même des belles choses dans un rôle de soutien. Josh Anderson est un trou noir. Est-ce que quelqu'un a vu Josh Anderson faire quelque chose dans les 3 derniers mois? Moi, non. Brendan Gallagher. Est-ce que c'est possible que le Canadien affronte les Islanders pour le reste de la saison? Il faudrait qu'il fasse ça. Puis, tu parlais des échanges. Je sais juste pas si les gars que le Canadien a échangés ont de la valeur. Pour moi, David Savard est peut-être le seul et je pense pas que le Canadien veut l'échanger. Je pense que ça va prendre une grosse offre. Et le nom qui m'intéresse, parce que Pearson, je pense qu'on n'aura rien pour. Je pense qu'Armia, on n'aura rien pour non plus. Jake Evans. Je pense que Jake Evans qui fait pas de la mauvaise job. Et pas Sean Monahan, mais peut quand même amener de la profondeur dans une équipe et pourrait être un bon 4e centre à Montréal, mais avec Owen Beck qui s'en vient, ça peut être redondant un peu. Tu sais, si une équipe donne un shot de 3e ronde pour Jake Evans ou quelque chose, c'est peut-être quelque chose que tu peux considérer.
Mais une chose est certaine, ça va prendre des gars pour remplir des chandails à Montréal, parce qu'en ce moment, l'attaque ressemble à ça, ressemble à un premier trio, à Alex Newhook, puis à des gars qui remplissent des chandails. Fait que c'est sûr que quand le premier trio se fait neutraliser, ça va être un petit peu plus compliqué pour le reste de cette équipe-là. En tout cas, souhaitons que la saison soit pas trop pénible comme l'année passée, parce que l'année passée, Dieu merci que ça arrêtait pas de finir, puis je pensais jamais qu'on allait arriver à la fin de la saison, et aussi au repêchage, et souhaitons que la loterie soit un peu du bord du Canadien de ce côté-là. On va finir avec le bloc NBA un peu, parce que c'était journée de date limite des transactions la semaine dernière. Rien de vraiment spectaculaire. Je pense qu'on a fait des gros moves de profondeur pour certaines équipes qui veulent viser un championnat. Commencer par Buddy Hield, 76ers, je pense que toi, Mio, de ce côté-là, comment qu'on peut voir ça pour les 76ers qui sont dans la course, mais qui sont encore derrière, une petite coche derrière les Celtics de Boston au sommet dans l'Est, là. Exactement. Puis tu l'as dit toi-même que c'était une journée de date limite des échanges. Ben, je dirais pas qu'il manque un petit peu en lustre, là. Je veux dire, quand Buddy Hield, c'est ta plus grosse nouvelle de la journée, ça en dit long sur ça, là. C'est le genre de truc qu'on avait besoin chez les 76ers, à mon avis. On a besoin quand même de gens qui peuvent tirer le ballon. C'est des gens qui peuvent enlever une charge de travail à Joel Embiid, qui, quand même, au passage, ne sera pas là pour une bonne période de temps. Devrait peut-être être juste de retour pour le début des séries éliminatoires, qui aussi fait qu'il ne gagnera officiellement pas le MVP, mais ça, c'est un autre sujet. Buddy Hield, qui va rejoindre les 76ers, marqueur de 21 points cette saison, un véritable sniper de la ligne de 3 points. Je pense qu'il moyenne exactement 40% en carrière de cette position-là. C'est quelque chose qu'on a besoin dans la profondeur chez les 76ers qui ont fait un magasinage. J'ai remarqué sur Twitter que les plus grands fans de l'équipe, les plus fervents défendeurs de l'équipe étaient un petit peu déçus de cette journée-là. Je ne sais pas ce que tu aurais pu faire de plus. Tout ce que tu souhaites en tant que fan des 76ers, c'est juste que Joel Embiid puisse revenir en santé et puisse possiblement passer le deuxième tour des séries éliminatoires. On est aussi allé chercher Kyle Lowry, peut-être justement pour cette expérience-là en sortie de banc. Nick Nurse, Kyle Lowry. Ben oui, puis Nick Nurse qui est là. Puis, tu sais, Kyle Lowry qui a passé justement quelques saisons avec Nick Nurse à la barre des Raptors, a gagné un championnat, plusieurs séries éliminatoires. Moi, personnellement, si je suis un fan des 76ers, je suis satisfait de cette transaction-là pour Buddy Hield. Écoute, je vais rebondir un peu sur Buddy Hield. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, on parlait de Zach LaVine ensemble, d'ailleurs, Zach LaVine n'a pas été échangé, s'est blessé, sa saison est terminée et tout. Mais on parlait de Zach LaVine ensemble, Mio, puis on réalisait qu'un gars comme LaVine est difficile à plugger dans une attaque parce que ce gars-là a besoin du ballon et la plupart des grosses équipes ont déjà des gars qui prennent beaucoup le ballon. T'arrives à Buddy Hield qui est complètement un autre prototype de joueur. Buddy Hield, le moins il dribble le ballon, le mieux c'est. Tu lui donnes le ballon, il tire, ça finit là. C'est aussi simple que ça avec Buddy Hield. Et tu regardes avec les 76ers, on a Joel Embiid qui, quand il joue, prend énormément de ballon. Et on a Tyrese Maxey qui est un excellent joueur en possession de ballon aussi. Ça fait déjà qu'on a deux bouches à nourrir. Et Buddy Hield est un fit parfait dans le sens où il va aller... Il va juste prendre sa place, prendre des tirs et ça va finir là. Je trouve que c'est une belle prise pour les 76ers qui va les aider avec un peu de tir extérieur, ce qui leur manquait vraiment en ce moment. On n'avait pas assez cette dimension-là chez les 76ers pour être vraiment complet offensivement. Et je pense qu'un gars comme Buddy Hield, ça va vraiment aider à faire en sorte que la machine offensive roule un peu mieux, surtout en l'absence de Joel Embiid, parce qu'il va falloir marquer des points. Il va falloir remplacer un peu la production d'Embiid dans une certaine mesure, et Hield va essayer de le faire dans une certaine mesure, justement. Avec Zach LaVine, justement, qui n'est pas, justement, échangé des Bulls de Chicago, êtes-vous surpris que les Lakers demeurent absolument silencieux dans cette date limite des transactions-là, qui fait aucun mouvement? Et Dieu sait qu'on sait que des fois, LeBron James n'a pas peur de s'exprimer sur le fait que s'il faut ramener du renfort, on va tout faire pour aller le chercher. Ce que j'ai dit vraiment la semaine dernière, c'est que oui, les Lakers devaient faire des transactions. J'ai parlé de LeBron James qui, encore une fois, rend tout à propos de lui et de son nombril. LeBron James qui s'apprêtait à déferler des commentaires négatifs sur ses coéquipiers. Ce même LeBron James qui
une heure après cette entrevue, suite à une défaite contre les Hawks d'Atlanta, va sur Twitter et met un emoji de sablier. Exact. Puis, on s'attendait vraiment à ce que Los Angeles fasse un mouvement de transaction. Absolument rien. On est resté à la maison. Puis, il faut croire qu'on va essayer de se rendre en séries éliminatoires avec ce groupe. J'ai pas vraiment confiance en ces Lakers. J'ai jamais vraiment eu confiance en ces Lakers, en fait, depuis... Même quand ils ont gagné le championnat, là. Puis là, à l'instant que je dis ça, on a perdu Félix. Fait que à la maison, si vous écoutez ça dans votre voiture ou quoi que ce soit, malheureusement, on n'aura plus Félix d'ici la fin de l'émission. Mais bon, we ball. Mais pour répondre à ta question, Pop, je suis très, 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 très surpris que se soit rien passé du côté des Lakers. Mais... En tout cas, je regarde du côté des Lakers, je pense pas qu'on visait tant un championnat, mais quand tu es une équipe avec LeBron James et Anthony Davis, c'est quand tu ne peux pas être une équipe contender qui essaie de viser un championnat. Je regarde du côté de Toronto aussi, on est allé chercher après avoir échangé des gars comme OG Anunoby, Pascal Siakam, Dennis Schroeder qui est enfin parti. On pensait peut-être qu'il pourrait accompagner justement Pascal Siakam du côté des Pacers, ça s'est pas fait. Finalement, on envoie tout ça avec Olo Porter Jr., Kelly Olynyk, Ochai Agbaji qui s'en vient. Au côté de Kelly Olynyk, c'est le fun, c'est un Canadien, c'est le fun. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait pu peut-être être reflip à la date limite des transactions parce que je comprends mal un peu ce move dans un contexte où les Raptors sont en reconstruction ou du moins tentent de reconstruire un noyau autour de Scottie Barnes. Là. Ben, c'est excellent que tu apportes ça. Puis, je dis ça en même temps, on a Félix qui est avec nous en image. Et voilà, il est de retour. Bon, ben, tout le monde, j'ai menti. Félix est de retour. Moi qui ai dit aux auditeurs qu'on n'aurait plus Félix pour d'ici la fin de l'émission. Mais c'est intriguant, pas parce que justement, c'était le même sentiment que j'avais par rapport à cette transaction-là de Kelly Olynyk. Mais justement, je me suis assis 5 minutes. Puis, tu réalises que la transaction de Kelly Olynyk, lui-même n'est pas la partie centrale de cet échange-là. Les Raptors ont dû se défaire d'un choix de première ronde à l'encan qui s'en vient. Mais ce qui est intriguant quand tu regardes ça, c'est que ce choix-là a vraiment beaucoup de facteurs qui peuvent influencer son positionnement. Notamment l'affiche du Thunder ou des Clippers, qui, je tiens à rappeler, sont parmi les 3 meilleures équipes dans l'Ouest en ce moment. Donc, il faudrait s'attendre à ce que ce choix soit quelque part entre peut-être le 24e et le 30e rang au prochain encan. Qu'est-ce que tu peux avoir comme joueur vraiment de qualité, valeur, je dirais presque sûr, à ce positionnement-là, je dis bien, dans le repêchage, c'est sûr que ça se... Si ça donne qu'avec le 25e choix, le Thunder repêche un nouveau joueur du Thunder, si le Jazz repêche un joueur qui fait partie des plans du futur, marqueur de 25 points par game, il n'y avait aucune façon de savoir. Comme il n'y avait aucune façon de savoir que Nikola Jokic, joueur qui a été repêché pendant une publicité de Taco Bell, allait être le joueur le plus révolutionnaire à sa position. Fait que, on va chercher à place Ochai Agbaji, qui était un choix de première ronde aussi à l'encan de 2022. On est en ce moment à sa 2e saison, connaît le sophomore slump classique, une saison un peu lente, sa 2e saison dans la NBA, mais devrait certainement faire partie des plans du futur des Raptors, puis on va continuer à le développer. Puis en plus de ça, ça c'est vraiment quelque chose qu'on s'est fait dire en long et en large avec les gens d'Alioup 360. La prochaine classe de repêchage qui s'en vient, là. Pas fameux. Pas grand-chose. Il n'y a pas de Victor Wembanyama, il n'y a pas de classe très profonde non plus. Je pense pas qu'il y a du monde qui vont investir, qui vont jeter les dés pour essayer de trouver, pour essayer de sauver leur franchise avec ce repêchage-là. Donc, je sais pas, peut-être Kelly Olynyk, puis la fierté canadienne, d'ailleurs, qui avait très bien fait à la dernière Coupe du Monde, la FIBA, cet été avec le Canada aussi, qui est toujours une présence importante pour l'équipe masculine nationale. Donc, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Ça pourrait être quelque chose de nice qui pourrait se développer de ce côté-là. Ouais, puis tu parlais justement de la sélection canadienne. Je tiens aussi à donner un énorme shout-out à la sélection canadienne féminine qui est officiellement qualifiée aux Jeux Olympiques. Malgré une fiche de 1 et 2 dans son tournoi qualificatif, juste un peu de contexte pour le monde à la maison avant qu'on passe au prochain sujet, là. Pour ce qui était des qualifications au basketball féminin, on avait 4 mini-tournois qualificatifs et c'est les 3 meilleures équipes de chaque mini-tournoi qui vont être qualifiées aux Jeux Olympiques. Le Canada avait un match, c'était dimanche matin contre le Japon. On perdu, ce qui a mené à une qualification du Japon. Et le Canada avait une fiche de 1 et 2. Maintenant, comment est-ce que le Canada pouvait gagner sa place au prochain jeu? C'était avec une victoire de l'Espagne contre la Hongrie. L'Espagne, qui sont une force au basketball international, et a failli perdre contre la Hongrie dans son match de qualificatif. Finalement, les Espagnols ont complété la remontée, ce qui fait qu'on a éliminé la Hongrie et permis au Canada de s'intégrer aux Jeux Olympiques. Donc, garde. Dans ce cas-ci, on va dire que c'est le résultat qui compte. Et on va oublier le restant. On s'en fout du process, le résultat. Parce qu'on parlait des 76ers. Les boys, on va compléter cette émission avec le Perron d'église, notre beau sujet qu'on aime bien alors qu'on jase avec vous. Je tiens quand même à le rappeler encore une fois de plus. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et venir nous poser des questions, venir nous donner des prédictions, des takes extrêmement bouillants qu'on peut débattre, jaser, presque directement, très indirectement en fait avec vous, mais on va en jaser entre nous sur ce petit perron-là. On commence justement avec notre cher ami Marc-André Fortin qui... fan numéro 1 des Ducks au Québec, soit dit en passant. En plus d'être le fan numéro 1 de Max Verstappen au Québec aussi, ça c'est... ça en va de moindre. Marc-André Fortin qui avait... il voulait jaser un petit peu de football avec nous et a voulu vraiment lancer la conversation sur le GOAT. Est-ce qu'on est prêt à avoir cette conversation-là avec Patrick Mahomes en tant que GOAT? Non. Je pense que t'as pas eu la bonne question. Oh, j'ai pas eu la bonne question? Mon Dieu! Hey, Marc-André, je suis désolé. Écoute, la question, je l'ai devant moi, je vais l'aller. Les boys. Tu l'as devant toi, mais vas-y, Félix. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir la discussion sur qui est le GOAT de son sport? Parce qu'il trouve que, personnellement, ça apporte rien de particulier, surtout que c'est difficile de comparer entre les époques. C'est un peu différent pour tout le monde. Fait je vais commencer avec Mio, je vais ça Pop, puis je vais conclure. Oui. 100% désolé, Marc-André. C'est Félix qui s'occupait de la question, puis dans les notes, on a écrit discussion sur le GOAT. Fait que, tant qu'à parler du Super Bowl, là, on va réserver d'abord cette affaire-là pour un prochain perron. On va jaser de ça. Pour ce qui est de la discussion sur le GOAT, j'aime ça, avoir cette discussion-là, pour de vrai. J'aime ça qu'on puisse avoir une tête d'affiche pour son sport. Je sais pas si vous savez. OK. Oui, les époques sont différentes. Puis, je comprends que, admettons... je sais pas moi, LeBron James aurait probablement une marge dans le parc s'il jouait, par exemple, puis ça, c'est sans rien enlever à un joueur de la trempe de Bob Cousy, qui en a fait beaucoup pour le basketball dans les années 50 et 60. Bob Cousy était un excellent joueur de basketball pour son époque, et par rapport à ce qui était le sport change de génération en génération, mais j'aime le fait que tu peux avoir un représentant de ton sport. Puis justement, là, j'ai eu cette petite glissade en parlant de Patrick Mahomes, mais tu sais, on commence justement à vouloir jaser de Patrick Mahomes et c'est peut-être cette place dans la conversation du plus grand joueur de football de tous les temps. Puis justement, tu as du monde qui va être un petit peu réticent parce que non, c'est quelque chose de sacré. C'est un poste qui appartient à Tom Brady. Avant, on pouvait dire que ça appartenait à Joe Montana. J'aime ça qu'on puisse avoir ça et qu'on puisse avoir ces débats-là tant que ça reste éthique, que ça reste très, 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 très clean, là, parce que là, conversation du GOAT, Michael Jordan, LeBron James, ça finira jamais, puis on n'en aura jamais une véritable fin. Ça, s'il y avait un exemple que peut-être j'aimerais pas trop donner, c'est celui du basketball, même si, moi, j'ai personnellement mon GOAT, c'est Michael Jordan, tu sais, mais dans tous les sports, c'est beaucoup plus...
c'est beaucoup plus sain, les conversations sur Ouais. le GOAT. Au hockey, tu sais... Le hockey, je pense qu'il n'y a aucun t'sais, débat possible. Personne va se poser une question lorsque tu as un joueur comme Wayne Gretzky qui, tu peux enlever tous ses buts, puis c'est quand même lui qui va avoir le plus de points, genre dans l'histoire de la Ligue ou en affaire de même, tu sais. Puis qu'on est capable d'admettre que ben, si un joueur comme Mario Lemieux était en santé toute sa saison, aurait pu rivaliser peut-être avec ce record de Wayne Gretzky. Et encore. Au baseball, on est prêt à accorder que, tu sais, je dis de chaque époque, tu sais, au baseball, chaque époque a à peu près son GOAT, mais tu sais, on n'a pas de misère à vouloir revenir à nos vieux joueurs qui mangeaient des hot dogs puis fumaient une cigarette avant les parties Yankees-Red Sox. Mais je vais juste, mettons, pour ce qui est du GOAT, je pense que c'est juste la nature humaine qui parle parce que on aime tellement catégoriser, classer. Regardez la musique, il y a des nerds qui vont se battre sur Reddit pour genre juste une petite nuance pour non, ça c'était tu sais, c'est dans la nature humaine de catégoriser et de classer et en tant que sportif, on aime ça, c'est juste le sportif en nous qui parle. La seule affaire que j'ai peut-être de la misère, c'est qu'au football, il y a tellement de joueurs, de personnes, de joueurs, d'entraîneurs, de coéquipiers qui travaillent ensemble sur des résultats. Tu sais, au baseball, ça reste au concept de base des affrontements un contre un contre un lanceur ou un lanceur contre un frappeur. Dans la NFL, pour faire un jeu, t'as le corps arrière, mais tu sais, t'as ta ligne offensive qui doit te protéger, t'as ton coordonnateur offensif qui doit caler tel jeu en fonction de la défense. Fait que moi, pour dire pour le football d'avoir un goal ultime, surtout qu'il y a tellement de positions puis de tellement de façons que tu peux avoir un impact, ça, je ne vais pas embarquer, mais c'est sûr que pour la NBA, là, Jordan versus LeBron, là, on n'y arrivera jamais. Là. Puis je rebondis là-dessus avant de refiler ça à Félix. Puis justement, ce qui fait que justement c'est très animé au basketball, c'est que c'est le facteur individualité. Le facteur basketball, une personne peut avoir le contrôle sur l'issue du match sans avoir recours à une ligne à l'attaque, sans avoir recours à, je sais pas moi, que ce soit juste un affrontement un contre un, sans avoir recours. Puis tu sais, au hockey, ça reste un peu aussi qu'il y a un certain facteur individualité aussi dans le sens que les joueurs sont sur la glace, puis ils m'ont dit ça, ils sont là, ils se passent la puck, puis tu marques un but, tu sais. Je pense que c'est ça aussi. Oui, excuse-moi. Oui, mais c'est ça, mais le basketball, c'est vraiment comme tu dis, c'est vraiment un joueur peut faire la différence. Au baseball, un frappeur peut aller au bâton une fois sur 9, hein. Tu sais, voilà. Wayne Gretzky, il joue pas les 60 minutes sur la patinoire non plus, là. Non. Puis t'as besoin d'une ligne offensive efficace. Au minimum, si tu vas avoir un bon porteur de ballon a besoin d'une ligne offensive, puis un corps arrière a besoin de bons receveurs aussi. Tout le monde s'aide là-dedans. Basketball, tu peux faire Kobe Bryant de ce monde, puis de carry ta team autant que tu veux. C'est peut-être ça qui fait en sorte, c'est un bon point que tu amènes Mio de ce côté-là. Puis c'est pour ça justement que tu as extrêmement de joueurs qui peuvent être All-Star, puis justement c'est un peu cette bataille d'ego justement qui fait que tu aimerais ça qu'un tel ou un tel soit au temple de la renommée. Félix, j'ai besoin de ton opinion très rationnelle là-dessus. Écoute, l'aspect de la nature humaine de Pop, ça m'intéresse beaucoup, puis j'ai tendance à être vraiment d'accord avec ce bout-là, dans le sens où on écoute le sport parce qu'on veut des grosses performances, on veut des équipes, on veut des moments le fun pis tout, puis c'est souvent ces moments-là qui marquent l'imaginaire, puis on veut avoir comme son meilleur, on veut qu'il y ait un bon puis un méchant, puis on veut comme une hiérarchie, puis pour beaucoup de gens c'est ça en tout cas, et pour moi le débat est pas important dans le sens où il y a personne qui peut avoir la vérité absolue. Les critères de tout le monde diffèrent tellement. Pour certaines personnes, ça va être qui a le plus de championnats. Pour certaines personnes, ça va être qui a le plus de verges par la passe, qui a le plus de passes de toucher. Il y a tellement de critères qui sont différents et tout. Puis c'est impossible d'avoir juste un GOAT, un meilleur joueur de l'histoire. Puis mais ça reste que ça amène des débats le fun pis tout, pis ça passe le temps plus qu'autre chose. Les gens qui prennent ça trop au sérieux, pour moi, c'est là que ça devient le problème. Mettons que Michael Jordan est ton GOAT à toi, c'est parfait, vas-y, mais tu sais, pas de là au point de détruire LeBron tout le temps pis tout, pis ça reste du sport, ça reste le fun, pis le débat est le fun quand il est plus contracté et tout, pis c'est vrai que c'est difficile à comparer.
personne ne peut comparer Mike Trout à Babe Ruth, par exemple. Puis je me souviens, il y a quelques années, c'était Adam Ottavino, qui est un releveur, qui a eu quand même des bonnes saisons, mais une carrière relativement ordinaire. Il ne sera pas autant de le renommer ou rien, qui avait dit, si Babe Ruth m'affrontait en ce moment, j'aurais un strikeout sur 3 prises sur lui, et honnêtement, il a raison. Je veux dire, les joueurs, les époques sont tellement différentes, puis en s'entendant, il y a tellement d'évolution, les gars travaillent temps plein maintenant, puis c'est ça leur job 365 jours par année. C'est impossible d'avoir la vérité absolue là-dedans, mais pour moi, c'est un sujet de débat qui est le fun, tant que personne se prend trop au sérieux là-dedans, pour moi, c'est une discussion qui est intéressante, puis qui rajoute un peu à cette essence-là du sport de on veut un gagnant, on veut des méchants, on veut des bons, on veut des gentils, puis pour moi, c'est plus la nature de ça, c'est plus une discussion, c'est le besoin d'avoir des débats, puis je trouve que c'est le fun de le faire de façon plus informelle comme ça. C'est littéralement la version sportive de Qui est Dieu? C'est littéralement ça, ou qu'est-ce qui se passe quand on meurt? C'est la version sportive de ça. On n'aura jamais une réponse à cette question-là, mais on aime le crier à tous les toits que c'est notre réponse à nous autres qui est la veille. Exactement. Écoute, je vais juste poursuivre avec le perron d'église parce que Producer Ali nous a envoyé une information cette semaine et moi, ça m'a fait bien rire parce que moi, je suis entre vous deux présentement. Oh my God. Arthur Smith a été engagé comme coordonnateur offensif chez les Steelers de Pittsburgh, on le sait. Et là, il y a certaines rumeurs qui disent que Ryan Tannehill pourrait se joindre aux Steelers de Pittsburgh. Et là, je vois Mio qui est en train de souffrir présentement, alors que Félix est genre, non, ça va être le fun. Mio, Ryan Tannehill, est-ce que c'est vraiment la réponse, contrairement à Kenny Pickett? En tant que fan des Steelers, j'ai passé une semaine de marde. Oui, il y a cette nouvelle. On m'apprend que Ryan Tannehill, son nom serait lié à celui des Steelers. J'ai vu les Chiefs de Kansas City remporter un 3e Super Bowl, devenant ici la prochaine dynastie de la NFL, alors que celle des Pittsburgh de Steelers devient un lointain souvenir. On en avait une avec les Patriots. On en avait une avec les Cowboys des années 90. Et puis là, t'en rajoutes une autre qui vient rendre celle des Steelers des années 70 si distante, si éloignée. Comment on peut oublier ça? Tu sais, comme un gars qui l'avait vécu, tu sais. Hey, sérieusement, il est tellement en dépression. Le pauvre vieux, je m'excuse. Attends un peu. Hey, attends tu vois, un peu. c'est l'effet que Ryan Tannehill fait à quelqu'un. Non, Attends un peu. On n'a pas eu encore la meilleure nouvelle de la semaine, là. Et en plus... Emilio Costanza, qui a gagné le trophée du joueur défensif de l'année dans la NFL? Et encore une fois... Arrête, tu vas le tuer. Encore une fois. TJ Watt se fait une fois de plus voler son titre de joueur défensif par excellence. Encore une fois, la NFL veut pas le donner à TJ Watt. Je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que TJ Watt ne se mérite pas? Qu'est-ce qui fait que TJ Watt, au bout de la ligne, n'a qu'un seul titre de joueur défensif par excellence? Qu'est-ce qui fait il y en a autant carrière que Myles Garrett. Ben voilà, tu sais, OK, je vois ce qu'on peut dire. OK, la défensive des Browns a été excellente cette année, mais fuck, la défense des Steelers et les Steelers en tant que tel, c'était rien sans TJ Watt. Puis là, on m'apprend cette semaine. Moi, je pensais quand même une belle soirée. Puis il y a Félix qui me tag sur Twitter. Je regarde. Ah, Myles Garrett, joueur défensif de l'année. OK. Puis là, on m'apprend que Ryan Tannehill serait lié à l'équipe. Comme... en tant que fan des Steelers, pour ce qui est de cette attaque, et... Ah oui, puis en plus de ça, juste avant, t'as Le'Veon Bell qui fait une sortie sur Snapchat. T'as Le'Veon Bell qui fait une sortie sur Snapchat et qui dit « Hey, moi, je veux revenir dans la NFL. Je reviendrai jouer pour les Steelers de Pittsburgh. » Les Steelers t'ont offert peut-être 5 millions de moins en argent garanti que les Jets de New York. Puis t'as dit non, fuck you. Fuck you, je ne te veux pas. Et dit-il quelques semaines après avoir dit publiquement sur Internet, hey, si vous voulez me remercier pour parce que j'ai carry vos équipes vos équipes de fantasy au milieu des années 2010, subscribe à mon OnlyFans, s'il vous plaît. Fait que, pour ce qui est de cette attaque, et spécifiquement, là, surtout la position de carrière, je sais pas ce que je veux.
je pense pas que Ryan Tannehill va être la réponse. Mais est-ce que je pense que Mason Rudolph, ça va être la réponse aussi? Ben, pas vraiment. Est-ce que je pense que Kenny Pickett, en ce moment, a l'étoffe d'être un corps arrière numéro 1 dans la NFL? Ben non. Fait que c'est juste pas ce que tu veux. C'est juste... T'es tellement dans le déni, tu sais pas ce que tu veux. Non. Hey, écoute, ce que je vais dire sur Ryan Tannehill, en tant que fan des Titans qui l'a vu jouer depuis une couple d'années, Ryan Tannehill te fait vivre des hauts et te fait vivre des bas. C'est vraiment tout ou rien avec lui. Ses premières années 2019, 2020, 2021, il était incroyable. Et là, le match de série contre les Bengals où est-ce qu'il lance 3 interceptions, on sent que ça l'a cassé un peu. Il y a eu 2 saisons vraiment difficiles après, surtout quelques blessures. Et cette année, on l'a carrément benché pour Will Levis chez les Titans. Est-ce que c'est la réponse? Le réunir avec Arthur Smith pourrait lui faire du bien. Et j'insiste sur pourrait. Parce que Ryan Tannehill commence à prendre de l'âge et tout. Je suis pas prêt. Ce sera pas la réponse à long terme pour les Steelers, évidemment. Et je pense encore que Kenny Pickett va avoir une autre année comme partant. Mais sincèrement, je pense que comme carrière backup, tu peux faire pire que Ryan Tannehill dans la NFL. Et si les Steelers le ramassent comme deuxième quart, je pense vraiment que ça peut être une bonne chose pour lui. Je pense que ça peut être une bonne chose pour les Steelers aussi. Mais si c'est vraiment le plan comme carrière numéro 1, avec une attaque qui a quand même des bons éléments, là, il y a quand même Deontay Johnson, George Pickens, Najee Harris et Jalen Warren. Quand Tannehill est bien entouré, ça va bien, mais c'est des bons éléments, mais il n'y a pas de A.J. Brown ou de Derrick Henry dans cette attaque-là. Je pense que ça prend un petit quelque chose. On parlait de la semaine passée des game managers contre les game changers. Ryan Tannehill est un game manager et l'attaque des Steelers a besoin d'un game changer, n'a pas les ressources pour avoir un game manager comme carrière en ce moment. Et pour moi, c'est là la différence avec les Steelers et un gars comme Brock Purdy avec les 49ers, par exemple. Pour quote un film que j'aime bien, ce n'est pas le héros dont les Steelers ont besoin, c'est le héros dont les Steelers... en fait, pas qu'ils méritent, mais ce qu'ils ont besoin. Exactement. C'est ce qui m'a fait à cet épisode de la triple menace du 12 février. Une fois de plus, on s'apprête à traverser le cap des 2 heures. Mais, je dis à chaque fois, c'est justifié parce qu'on jasait de football. Puis là, le football va prendre un petit backseat. Au profit du baseball, au grand plaisir de tout le monde ici. Mais j'ai tellement hâte que la semaine prochaine, on fasse 3h30 pour aucune raison, puis on n'aura même pas l'excuse du football. Non, exact. Là, c'est terminé l'excuse. Si on fait 2 heures, Producer Ali, tu peux nous taper sur les doigts. Sinon, ben, écoute, on fera 8 parties. On va s'améliorer d'à peu près 10 minutes. Ça commence déjà à redescendre un peu. Exactement, la tendance est déjà à la baisse. Je répète une fois de plus, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou même, encore une fois, interagir avec nous sur Facebook. Sinon, posez-nous des questions, droppez-nous des bons takes, des hot takes, des belles questions pour qu'on puisse répondre en fin d'émission sur le perron d'église. Un peu curieux aussi à savoir comment avez-vous trouvé ce Super Bowl. Étiez-vous satisfait du résultat? Étiez-vous satisfait du match en tant que tel? Étiez-vous satisfait de la règle de la prolongation? Et ultimement, est-ce que vous êtes satisfait du spectacle de Usher? Parce qu'on sait tous que c'est ce qui importe le plus au final dans un Super Bowl. T'as tout compris. On va se retrouver la semaine prochaine, en fait, dans 6 jours, parce que, comme vous avez très bien remarqué, on est mardi, mais à partir de la semaine prochaine... On est encore lundi en ce moment. On est lundi soir. On est lundi après-midi, ils vont nous entendre lundi soir ou mardi matin. Ouais, au mardi matin. On est plus tard que d'habitude. Exactement, mais on va être en mesure de se retrouver lundi de la semaine prochaine. On va surtout être en train d'enregistrer alors qu'il n'y aura plus de matchs de football, donc ça va être une autre affaire sur l'horaire aussi. On n'a pas besoin de terminer les matchs de football pour enregistrer. Yes! Plus d'heures de sommeil. Somme toute, je vais arrêter de déferler sur mon éditorial de fin d'émission. Vous pouvez nous suivre, comme je dis, bien sûr, tout ce qui est YouTube si vous avez besoin d'un peu de vidéo. Sinon, trouvez nos clips sur les réseaux sociaux, les partager à vos amis. Ça propage la bonne nouvelle. Sur ce, ciao tout le monde!